Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence Science. Ce soir, je vous invite à un voyage immobile, une immersion éthérée dans le royaume sacré des épices. Avant de commencer notre exploration, assurez-vous d'être confortablement installé. Laissez votre corps s'enfoncer dans la douceur de votre lit. Fermez doucement les yeux et portez votre attention sur votre souffle. Inspirez lentement cette brise imaginaire, chargée de senteurs lointaines, et expirez toutes les tensions de votre journée. Ressentez cette chaleur calme qui commence à vous envelopper comme la caresse d'un soleil couchant sur une terre de sable et d'ambre. Nous allons ensemble franchir les frontières du temps pour écouter le murmure des caravanes et le chant des océans oubliés. Si ce moment de sérénité vous plaît, je vous invite à témoigner de votre présence par un geste de gentillesse envers cette communauté, en aimant ce récit ou en partageant une pensée apaisée. Maintenant, laissez-vous porter par les récits de ces trésors qui ont façonné l'humanité, une âme ensommeillée, à la fois. Chaque flacon qui repose dans le silence de votre demeure détient un secret vieux de plusieurs millénaires. Lorsque vos doigts effleurent l'écorce d'un bâton de cannelle ou la rondeur d'un grain de poivre, vous touchez une lignée invisible qui remonte à l'aube des civilisations. Bien avant que la plume n'inscrive l'histoire sur le parchemin, les premiers hommes découvraient déjà ces perles végétales. Ils comprirent que certaines graines, racines ou écorces possédaient le pouvoir magique de transformer la plus humble des nourritures en un festin digne des dieux. Ces pionniers du goût apprirent à distinguer les plantes capables de préserver la vie durant les hivers les plus rigoureux et celles dont l'arôme pouvait apaiser les tourments de l'esprit ou masquer les odeurs de la terre. Ces savoirs ancestraux se sont transmis comme un murmure précieux, devenant le socle des premières monnaies, de la médecine et de la culture. Ce que nous saupoudrons aujourd'hui avec une légèreté nonchalante était autrefois plus estimé que l'or pur, disputé par des empereurs et transporté au prix de 1000 périls à travers les immensités désertiques et les vagues tumultueuses des océans. Sur les marchés éclatants de la Rome antique, la cannelle n'était pas un simple ingrédient, mais un symbole de puissance absolue. Cette écorce céleste, récoltée sur des arbres de contrée, alors mythiques, commandait des prix que seuls les princes pouvaient honorer. Les récits romains nous content comment les marchands exigeaient parfois l'équivalent de 15 mois de labeur pour une seule livre de cette matière précieuse. Les empereurs, dans leur quête de grandeur, l'utilisaient pour manifester leur richesse infinie, faisant brûler des montagnes de cannelle, lors des funérailles pour créer des nuages de fumée parfumée, s'élevant vers les cieux. L'historien Pline l'Ancien s'étonnait de ces fortunes colossales qui quittaient Rome pour ne jamais revenir, s'évaporant dans le commerce des aromates, ce qui conférait à la cannelle cette aura sacrée n'était pas uniquement sa saveur, mais le mystère insondable de son origine. Les Romains ignoraient sa provenance exacte. Les commerçants entretenaient des légendes fantastiques pour protéger leur monopole, parlant de vallées gardées par des oiseaux géants ou de nids construits par le phénix lui-même. La vérité, cachée sur l'île lointaine de Sri Lanka, resta un secret jalousement gardé pendant des siècles, bien avant l'ère des technologies modernes. Ce sont les épices qui furent le premier moteur de l'économie mondiale. Les marchands tracèrent des routes invisibles qui reliaient les peuples à travers les continents. Véritable veine vitale du monde ancien, des caravanes silencieuses traversaient les solitudes brûlantes d'Arabie, chargées d'encens et de myrrhe, tandis que des navires aux voiles gonflés par les moussons quittaient les rivages de l'Inde avec des cargaisons de poivre, de gingembre et de curcuma. Ces voies commerciales ne transportaient pas seulement des saveurs, elles véhiculaient des idées, des religions, des arts et des technologies, sur des distances que l'esprit peine à imaginer. Des cités entières fleurirent et s'enrichirent en contrôlant ces points de passage. Venise bâtit son empire de marbre et d'eau sur le profit de ses arômes. Constantinople devint le pont scintillant entre l'Orient et l'Occident, tandis que les ports d'Asie et d'Afrique s'épanouissaient au rythme des échanges. Le désir humain pour la saveur a ainsi redessiné la carte du monde, forgeant des alliances, déclenchant des conflits et reliant pour la première fois l'Europe, l'Afrique et l'Asie dans un réseau de destinées entrelacées. Dans l'Europe du Moyen-Âge, le poivre noir possédait une telle valeur qu'il devint une véritable monnaie vivante. Ces petits grains sombres servaient à acquitter les loyers, à payer les impôts ou à constituer les dots des jeunes mariés. En l'an 410, lors du siège de Rome, les Wisigoths exigèrent 3000 livres de poivre comme rançon pour épargner la ville. Les seigneurs et les marchands incluaient cette épice dans leur testament, léguant leurs grains comme d'autres léguaient de l'or
ou des terres fertiles. Cette époque vit naître l'expression des loyers en grains de poivre, un terme qui désignait alors un paiement réel et substantiel. La rareté du poivre expliquait son prix astronomique. Il ne s'épanouissait que dans des régions reculées de l'Inde et son voyage vers l'Occident était une épopée semée d'embûches. Chaque intermédiaire, du cueilleur au capitaine de navire, prélevait sa part du trésor. Lorsqu'un grain atteignait enfin les étals européens, il avait parcouru des milliers de lieues, porté par d'innombrables mains, sa taille minuscule et sa résistance au temps faisaient une valeur refuge idéale, universellement désirée, capable d'être échangée contre n'importe quel autre bien précieux de ce monde. Les anciens Égyptiens, dans leur sagesse éternelle, comprirent les vertus conservatrices des plantes bien avant que la science n'en révèle les mécanismes moléculaires. Pour préparer les défunts à leur voyage, dans l'au-delà, ils utilisaient une gamme sophistiquée de substances aromatiques destinées à défier le temps. La cannelle, la casse et la myrrhe étaient employées pour parfumer les corps et ralentir la course de la décomposition. Les embaumeurs remplissaient les cavités sacrées de sachets d'épices pour absorber l'humidité et empêcher la prolifération des ombres. Lors de ces rituels, l'encens brûlait continuellement, car on croyait que sa fumée portait les prières jusqu'aux oreilles des dieux. Le corps séché était oint d'huile précieuse avant d'être enveloppé dans des bandes de lin fin. Ces aromates faisaient bien plus que masquer l'odeur du trépas. Leurs propriétés antimicrobiennes naturelles agissaient comme un bouclier contre l'oubli. Aujourd'hui, lorsque les archéologues s'approchent des momies millénaires, ils peuvent encore déceler le parfum ténu de la cannelle et de la myrrhe, des essences qui ont survécu à l'érosion des âges, témoignant de la sophistication d'un peuple qui savait marier la botanique au sacré. Le safran demeure, encore aujourd'hui, l'épice la plus précieuse de notre terre, et un seul instant de dégustation suffit à en justifier le prestige. Chaque filament cramoisi est en réalité le stigmate d'une fleur fragile, le crocus sativus, une corolle pourpre qui ne s'ouvre qu'une semaine par an. Pour recueillir ce trésor, les travailleurs doivent s'aventurer dans les champs dès l'aube, avant que les rayons du soleil ne viennent flétrir les pétales délicats. Avec une patience infinie, ils extraient à la main les 3 minuscules stigmates logés au cœur de chaque fleur. Il ne faut pas moins de 70 000 fleurs pour obtenir une seule livre de ce précieux safran. Aucun outil, aucune machine ne peut remplacer la douceur de la main humaine pour cette récolte d'orfèvre. Ce geste répété depuis des millénaires est resté inchangé depuis les temps de la Perse antique. Le safran a été chanté par les poètes de la Grèce et magnifié par les Romains. Aujourd'hui, les terres d'Iran, d'Espagne et du Cachemire continuent de nous offrir cet or rouge dont le prix au poids surpasse celui du métal précieux. Sa couleur d'un jaune solaire et sa saveur complexe, à la fois terreuse et florale, sont une merveille que rien d'autre sur cette planète ne saurait imiter. La récolte du safran est une véritable course contre l'éphémère. Chaque automne, pendant une fenêtre temporelle, ne dépassant guère 2 semaines, le crocus sativus transforme les paysages en un océan pourpre. Des terres qui semblaient endormies s'embrassent soudainement de vie. Les familles de fermiers se mobilisent dès les premières lueurs du jour, travaillant avec une célérité respectueuse avant que la chaleur de la mi-journée ne fasse s'incliner les fleurs. Dès l'après-midi, les stigmates commencent à perdre de leur force et de leur parfum, rendant chaque heure cruciale. Cette urgence sacrée unit les communautés. Jeunes et anciens se penchent ensemble sur les corolles, les doigts agiles s'animant dans un ballet silencieux et exercé. Dans certaines vallées, la récolte est célébrée comme un festival, bercé par des chants traditionnels et des repas partagés. Une fois les fleurs cueillies, le travail ne fait que commencer. Chaque stigmate doit être séparé et séché le jour même pour préserver l'essence du soleil qu'il contient. C'est un moment unique où le temps semble se contracter, où chaque minute de labeur est un hommage rendu à la rareté d'une nature qui ne se livre que par instants fugitifs. Dans les textes de l'Antiquité, le safran est décrit comme le luxe suprême des puissants. Les Grecs et les Romains les plus fortunés se baignaient dans des eaux infusées de cette épice dont ils ressortaient avec la peau nimbée d'un éclat doré. La légende raconte que Cléopâtre elle-même s'immergeait dans un lait parfumé au safran avant de recevoir Marc-Antoine, persuadé que cet élixir exaltait son charisme et sa beauté légendaire. Sur les fresques du palais de Sonossos, en Crète, on peut encore admirer les silhouettes de femmes ramassant précieusement ces fleurs,
preuve de l'importance du safran dans la culture minoenne, des siècles avant notre ère. Les moines bouddhistes choisirent des robes teintes par cette plante, la couleur or symbolisant l'éveil spirituel et le détachement des vanités terrestres. En Perse, on jetait du riz safrané sur les jeunes époux pour leur assurer une vie de félicité, tandis qu'au Moyen Âge, les Européens en parsemaient le sol de leur demeure pour honorer leurs hôtes de marque, les fils broyés libérant leur essence sous chaque pas. Ces gestes n'étaient pas de simples extravagances, ils témoignaient du caractère sacré d'une substance si estimée que son usage quotidien, même le plus simple, devenait un acte de dévotion envers la beauté du monde. La vanille, cette autre merveille qui se classe juste après le safran en termes de préciosité, exige l'intervention de l'homme pour exister sur la majeure partie de notre globe. Dans ces terres natales du Mexique, l'orchidée qui lui donne naissance est pollinisée par une espèce d'abeille unique au monde. Lorsque les explorateurs tentèrent de cultiver cette liane parfumée sous d'autres latitudes, les fleurs s'épanouissaient avec grâce, mais ne produisaient jamais de gousses. Ce mystère défia les botanistes pendant des siècles, jusqu'en 1841. Un jeune garçon de l'île de la Réunion, nommé Edmond Albus, découvrit alors le secret. Il apprit à marier les fleurs à la main, en soulevant avec un frêle bâtonnet la membrane qui sépare leurs parties fertiles. Cette découverte rendit possible la culture de la vanille à Madagascar, à Tahiti et en Indonésie. Aujourd'hui encore, chaque fleur doit être visitée individuellement par la main de l'homme, car elle ne s'ouvre qu'un seul jour dans l'année. Une fois fécondée, la fleur met 9 longs mois à engendrer une gousse mature. Après la récolte, un processus de séchage et d'affinage de plusieurs mois est nécessaire pour que se développe cet arôme suave et complexe. Chaque goutte d'essence naturelle est ainsi le fruit d'un labeur patiente, une œuvre d'art patiente orchestrée par le temps et la persévérance humaine. Les gousses de vanille, une fois cueillies, ne possèdent pas encore ce parfum suave qui enchante nos songes. Elles sont alors de simples fruits verts, inodores, gardant jalousement leur trésor moléculaire. Pour libérer leur âme, il faut instaurer une alchimie patiente qui dure de longs mois. Les gousses sont d'abord plongées dans une eau frémissante, un baptême de chaleur qui interrompt leur croissance. Puis vient le temps de l'enveloppement. Les travailleurs les déposent dans des coffrets de bois précieux, drapés dans des couvertures de laine, pour les faire transpirer sous leur propre chaleur. Chaque jour, avec une régularité immuable, les gousses sont dévoilées, aérées, puis recouvertes à nouveau. Peu à peu, leur robe vire au bras profond et les premiers effluves commencent à naître. Ce balai entre l'ombre et la lumière, entre le repos et le soleil, s'étire sur des saisons entières. Les artisans doivent veiller chaque jour sur ces haricots d'ébène, craquant la moindre trace d'humidité indésirable. Ce n'est qu'après une demi-année d'une attention humaine quotidienne que la vanille atteint sa plénitude, offrant enfin au monde cette fragrance complexe qui semble porter en elle toute la douceur des tropiques. Au large des côtes africaines, l'île de Madagascar s'est imposée comme le sanctuaire mondial de cette orchidée précieuse. Dans la région septentrionale de Sava, le climat tropical s'unit à la richesse des terres volcaniques pour offrir un berceau idéal à la vanille. Ici, des centaines de milliers de familles vivent au rythme de cette liane exigeante. Leurs mains, marquées par le labeur et la sagesse, dédaignent les plantes sur les troncs des grands arbres qui leur offrent l'ombre protectrice nécessaire à leur épanouissement, mais cette destinée est fragile, suspendue aux caprices du ciel. Lorsque des cyclones balayent l'océan Indien, ils peuvent anéantir en quelques heures le travail de plusieurs générations. Faisant vaciller l'économie de nations entières, ces dernières années, la rareté de ce trésor a même engendré des convoitises sombres, obligeant les fermiers à veiller la nuit sur leurs parcelles, protégeant leurs récoltes contre les pillages avant la maturité. Malgré ces tourments, les cultivateurs malgaches poursuivent leur œuvre avec une dignité silencieuse, produisant des gousses dont la richesse crémeuse demeure la référence absolue pour les parfumeurs et les chefs les plus illustres de la planète. Le poivre noir, souverain incontesté des tables du monde, commence son existence comme une minuscule fleur suspendue à une vigne grimpante. Cette liane majestueuse, originaire des forêts humides de l'Inde, peut s'élever jusqu'à 6 mètres de hauteur, s'agrippant aux arbres centenaires dans un enlacement verdoyant. Une seule plante peut offrir ses baies pendant près de 40 ans, témoignant d'une générosité sans pareille. En mûrissant, ces baies passent du vert tendre au jaune doré, pour finir par un rouge éclatant à l'apogée de leur maturité. C'est l'instant de la cueillette
qui définit l'essence même de l'épice que vous utiliserez. Récoltées encore, vertes et séchées sous les rayons du soleil, les baies se rident et noircissent pour devenir le poivre noir que nous connaissons tous. Si l'on retire la peau rouge des baies mûres pour n'en garder que le cœur pâle, on obtient le poivre blanc, plus subtil et délicat. Laisser les baies s'épanouir totalement donne naissance au poivre rose, tandis que le poivre vert est une promesse de fraîcheur conservée par des méthodes douces. Ainsi, d'une seule et même plante, la nature décline une symphonie de saveurs aux nuances infinies. À l'intérieur d'un seul grain de poivre se cache une orchestration moléculaire d'une complexité fascinante. Les savants ayant dénombré des milliers de composés chimiques travaillant en harmonie pour créer ce piquant familier, la chaleur, que nous ressentons comme une caresse ardente, est portée par la pipérine, une substance qui éveille nos sens avec une précision chirurgicale. Mais le poivre est bien plus qu'une simple brûlure. Il libère des notes d'agrumes, de résine de pin et de fleurs sauvages, selon la terre qu'il a portée. Le poivre de l'Inde ne murmure pas la même histoire que celui du Vietnam, car chaque terroir infuse ses propres secrets dans la graine. C'est pour cette raison que le poivre prémoulu, qui a perdu ses huiles volatiles, semble bien fade face au grain fraîchement concassé. Au moment précis où le moulin libère la graine de son enveloppe, une explosion d'arômes s'échappe, emplissant l'air de sa vitalité. C'est un réveil sensoriel, une libération de fraîcheur qui nous rappelle que les plus grands trésors sont souvent enfermés dans les plus petites enveloppes, attendant simplement que l'on vienne briser leur silence pour en révéler la splendeur cachée. Pendant des siècles, l'origine du poivre fut enveloppée d'un voile de mystère et de légendes fantastiques, savamment entretenues par les marchands d'Arabie, pour protéger leur monopole et justifier des prix qui défiaient l'entendement. Ils contaient aux Européens des récits peuplés de périls imaginaires. Ils affirmaient que le poivre poussait dans des forêts gardées par des serpents venimeux et ailés, obligeant les récolteurs à mettre le feu au bois pour chasser les créatures, ce qui expliquait, disait-il, l'aspect noirci et ridé des grains. D'autres prétendaient que les poivriers se trouvaient aux confins du monde connu, là où le Nil prend sa source, ou sur les pans d'escarpés menant au jardin d'Éden. Ces fables, si lointaines et si sombres, servaient de bouclier commercial, empêchant quiconque de chercher à naviguer directement vers la source. Ce n'est qu'au XVe siècle, lorsque les caravelles portugaises réussirent enfin à contourner l'Afrique pour atteindre les rivages de l'Inde, que ces mirages s'évanouirent. Les explorateurs découvrirent alors de simples fermiers cultivant paisiblement leurs vignes sur les collines des Ghats occidentaux, sans serpents ni démons, mettant fin à 1000 ans de secrets et redessinant à jamais les cartes de la géopolitique mondiale. En l'an 1492, lorsque Christophe Colomb fit voile vers l'horizon inconnu, son cœur ne cherchait pas la découverte d'un nouveau monde, mais le chemin direct vers les épices de l'Orient. Obsédés par l'idée de briser les monopoles qui étranglaient l'Europe, les souverains espagnols financèrent cette quête d'arômes. Colomb était persuadé qu'en naviguant vers l'ouest, il atteindrait les îles au trésor. Lorsqu'il débarqua dans les Caraïbes, il chercha fébrilement des traces de poivre noir, mais ne trouva que des piments utilisés par les peuples autochtones. Bien que botaniquement différents, ces fruits délivraient une chaleur similaire qui trompa l'explorateur. Il les ramena en Espagne en les nommant poivrons pour masquer l'échec partiel de sa mission, une confusion de langage qui perdure encore aujourd'hui dans de nombreuses langues. Cependant, cet accident de l'histoire déclencha une révolution culinaire sans précédent. Les piments venus des Amériques se répandirent avec une vitesse foudroyante à travers le globe, s'intégrant aux cuisines de la Hongrie jusqu'à la Corée. Sans le savoir, en cherchant une épice ancienne, Colomb avait ouvert la porte à une nouvelle ère de saveurs qui allait transformer le palais de l'humanité tout entière. Sur les terres lointaines des îles Banda, en Indonésie s'épanouit un arbre dont le fruit offre une double merveille. Le Myristica fragrans est une sentinelle végétale qui peut atteindre 20 mètres de haut, ne livrant ses premiers trésors qu'après 7 années de patience. À maturité, son fruit doré se fond avec une délicatesse naturelle pour révéler une graine sombre, protégée par une résine de couleur rouge vif, semblable à une dentelle de corail. Cette enveloppe, pourpre, est le massif, tandis que le noyau qu'elle protège est la noix de muscade. Bien que sœurs, ces deux épices possèdent des personnalités distinctes. Le massif est un murmure délicat et floral, tandis que la muscade est une voix puissante, chaude et pénétrante. Autrefois, ces deux trésors furent l'objet de convoitises si féroces qu'elles marquèrent les pages les plus sombres de l'histoire coloniale. Les îles Banda étant le seul lieu sur Terre
où ces arbres poussaient à l'état sauvage. Celui qui les possédait détenait les clés d'une fortune incommensurable. Des empires s'affrontaient pour ces quelques arpents de terre volcanique, menant à des tragédies humaines oubliées sous le couvert de la forêt tropicale, là où l'arôme de la muscade se mêle encore aujourd'hui au souffle de l'océan. Au XVIIe siècle, la puissance de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales s'édifia sur le contrôle absolu de ces archéoles indonésiens. Pour maintenir leur monopole sur la noix de muscade, les conquérants imposèrent des règles d'une sévérité inouïe, n'hésitant pas à détruire les arbres sur les îles voisines pour empêcher toute concurrence. Cette période de domination brutale fit de la petite île de Roon l'un des territoires les plus stratégiques du globe. Plus tard, dans un geste qui semble aujourd'hui irréel, les Néerlandais acceptèrent de céder leurs droits sur une autre île lointaine et sauvage, celle de Manhattan en Amérique du Nord, en échange de la souveraineté totale sur Ron et ses précieuses forêts de muscadiers. À cette époque, l'épice valait bien plus que les terres marécageuses du Nouveau Monde. Ce n'est qu'après l'acte audacieux d'un Français qui parvint à faire sortir clandestinement des plants vers l'île Maurice, que le monopole fut enfin brisé, permettant à la muscade de s'épanouir sous d'autres cieux tropicaux. Aujourd'hui, les forêts des îles Banda demeurent un sanctuaire paisible, nous rappelant que la valeur des choses n'est qu'un mirage du temps, et que l'histoire des hommes a souvent été dictée par le désir de posséder ce que la nature offre avec tant de grâce. Lors des épidémies dévastatrices de peste qui assombrirent l'Europe médiévale, la noix de muscade acquit un statut de talisman protecteur. Dans l'impuissance des médecins, face au fléau, on crut que cette épice possédait le pouvoir de repousser la maladie. Les nobles et les bourgeois portaient alors des sachets de muscade autour du cou, espérant que son effluve puissant agirait comme un bouclier invisible. On fabriquait des pommandres d'argent richement ciselés, de petites sphères contenant des mélanges de muscade, de clous de girofle et de résines aromatiques. Les riches les portaient à leur nez lorsqu'ils devaient traverser les quartiers insalubres, persuadés que les parfums nobles filtreraient l'air corrompu que l'on pensait être le vecteur du mal. Bien que nous sachions aujourd'hui que la peste était propagée par des voies bien différentes, cette croyance fit grimper le prix de la muscade à des sommets vertigineux. Une seule noix pouvait s'échanger contre plusieurs moutons ou une petite fortune en bétail. Même au XVIIe siècle, des chroniqueurs célèbres notaient encore l'usage de cette épice comme remède ultime. Si son efficacité médicale était alors illusoire, elle offrait au moins un réconfort psychologique en ces temps de terreur. Une lueur d'espoir parfumée dans l'obscurité d'un monde en proie au doute, le clou de girofle, ce petit bouton floral que l'on dirait sculpté dans le bois, est un autre prodige venu des îles Moluques. Il est le fruit d'un arbre majestueux qui peut s'épanouir pendant plus d'un siècle, offrant ses fleurs 2 fois l'an. Le secret de son intensité réside dans le timing sacré de sa récolte. Les boutons doivent être cueillis juste avant que la fleur ne s'ouvre, à l'instant précis où il se tend un d'un rose délicat. S'ils s'épanouissent, ils perdent la rose délicat. S'ils s'épanouissent, ils perdent alors toute leur valeur médicinale et aromatique. Les travailleurs doivent donc grimper aux échelles de bambou pour saisir ces promesses de fleurs avant leur éclosion. Séchés au soleil, les boutons deviennent bruns et durs, prenant cette forme de clou qui leur a donné leur nom. Chaque clou de girofle est ainsi une fleur qui n'a jamais vu le jour, un concentré d'énergie végétale prêt à libérer ses huiles essentielles. Le génol qu'il contient est si puissant qu'il peut engourdir la douleur et purifier l'esprit. Dans la Chine ancienne, les courtisans devaient garder un clou de girofle en bouche avant de s'adresser à l'empereur, pour que chaque parole prononcée soit douce et pure. C'est une épice de respect et de protection, un lien ténu entre la pharmacopée des anciens et les rituels de politesse des palais impériaux. L'intensité du clou de girofle est un prodige de la nature que l'on ne saurait ignorer. Si vous avez déjà rencontré sa morsure lors d'un repas, vous connaissez cette sensation de puissance absolue, presque engourdissante. Ce pouvoir réside dans le génol, une essence vitale concentrée au cœur du bouton séché. Sous sa forme pure, cette huile essentielle est d'une telle force qu'elle doit être manipulée avec une infinie précaution, car une seule goutte pure pourrait embraser les tissus les plus tendres. Pourtant, tout au long de la grande épopée humaine, les hommes ont su apprivoiser cette ardeur pour en faire un baume thérapeutique. Bien avant l'avènement de la médecine moderne, les guérisseurs utilisaient cette intensité pour apaiser les tourments dentaires, transformant la brûlure en un silence bienfaisant. Aujourd'hui, la science confirme ce que les anciens pressentaient.
Ces molécules possèdent des vertus purificatrices et apaisantes remarquables. Cette puissance est la raison pour laquelle un seul de ces petits clous suffit à imprégner tout un mets de sa présence. C'est une leçon d'économie naturelle. La force n'a pas besoin de volume, pour s'imposer, elle n'a besoin que de justesse. Imaginez-vous, dans les cours impériales de la Chine ancienne, sous la noble dynastie Han, il y a plus de 2 millénaires. Le protocole exigeait alors un respect si profond que l'on ne pouvait approcher l'empereur sans une préparation minutieuse des sens. Les fonctionnaires et les courtisans devaient garder des clous de girofle dans leur bouche, s'assurant ainsi que chaque parole prononcée soit portée par un souffle doux et pur, digne de la majesté souveraine. Cette pratique, qui se perpétua à travers les siècles, fit du clou de girofle une denrée indispensable, voyageant sur les routes de la soie depuis les archipels indonésiens jusqu'au palais de Jade. Mais au-delà de l'étiquette, ces hommes utilisaient sans le savoir un agent protecteur d'une efficacité redoutable, car le génol purifiait réellement l'air expiré. De nos jours, cette sagesse antique perdure dans nos remèdes les plus modernes, nous reliant par un fil invisible au rituel de politesse d'un empire oublié. Chaque fois que nous utilisons cet arôme, nous réactivons une tradition de pureté qui a traversé les déserts et les océans pour venir murmurer à nos oreilles la finesse des mondes anciens. La cardamome, que les poètes nomment parfois la reine des épices, occupe la 3e marche du podium des trésors les plus onéreux de la terre, juste après le safran et la vanille. Son existence même est un hymne à la précision. Dans les forêts tropicales, où elle s'épanouit, elle produit de petites gousses dont la maturité doit être surveillée avec l'œil d'un horloger. Si on les cueille trop tôt, elles restent muettes, dépourvues de leur âme aromatique. Si on attend trop longtemps, elles se fendent et libèrent leurs graines, perdant ainsi toute leur valeur. L'instant idéal est fugace, il faut agir lorsque la peau commence à peine à passer du vert émeraude au jaune pâle. Dans les grandes plantations du Guatemala et de l'Inde, les travailleurs parcourent les rangs chaque jour, examinant chaque grappe avec une attention maternelle. Les gousses sont coupées une à une avec des ciseaux fins, pour ne pas blesser la plante mère. Ce processus, qui exige une main-d'œuvre patiente et experte, est resté inchangé malgré le tumulte du progrès. C'est un savoir-faire qui se transmet de parent à enfant, un œil qui s'exerce au fil des saisons pour reconnaître le moment exact où la nature a fini de sculpter son chef-d'œuvre. Lorsque vous ouvrez une gousse de cardamome, vous découvrez en son sein un petit amas de graines sombres et collantes, véritable coffre-fort des huiles essentielles. La gousse elle-même, bien que parfumée, n'est que l'écrin protecteur. Ce sont ces minuscules graines qui détiennent la saveur distinctive de l'épice, un mélange complexe de fraîcheur citrique, de douceur florale et de notes boisées. Dans les cuisines du Moyen-Orient, la cardamome est ajoutée entière au plat de riz ou au ragoût, libérant son essence avec une lenteur majestueuse. En revanche, dans les terres scandinaves, où elle est vénérée pour la pâtisserie, on préfère extraire les graines pour les moudre au dernier instant, afin d'en capturer la vitalité avant qu'elle ne s'évapore. Le secret de la cardamome réside dans sa volatilité. Dès qu'elle est réduite en poudre, ses molécules les plus fines cherchent à rejoindre l'air. C'est pourquoi les cuisiniers les plus avisés gardent toujours les gousses closes jusqu'au moment de l'usage. Ces graines sont des promesses de voyage, des éclats de lumière emprisonnés dans une enveloppe de parchemin vert, prêtes à transformer une simple tasse de café ou un gâteau en une expérience éthérée. Dans la splendeur de la Rome antique, la cardamome était estimée pour ses vertus cosmétiques et médicinales, autant que pour son usage culinaire. Les textes de l'époque décrivent son long voyage depuis l'Orient lointain, une épopée de plusieurs milliers de kilomètres. Tout commençait dans les forêts denses du sud de l'Inde, où elle poussait alors à l'état sauvage. Les ramasseurs locaux la vendaient à des marchands qui la transportaient vers les ports de la côte ouest, où elle était chargée sur des navires bravant les moussons et les pirates. Après avoir traversé la mer d'Oman, l'épice rejoignait les caravanes de chameaux qui fendaient les solitudes du désert pour atteindre les rivages de la Méditerranée. Ce périple pouvait durer plus d'une année complète, et chaque transaction augmentait le prix de ce trésor. Pourtant, les Romains ne comptaient pas leur or pour s'en procurer. Ils l'utilisaient pour parfumer leur chevelure, imprégner leurs toges de senteurs exotiques, et même pour aromatiser les vins les plus fins. Le célèbre médecin Dioscoride la recommandait dans sa pharmacopée pour apaiser les maux de l'esprit et du corps, prouvant que même à cette époque reculée, l'homme cherchait dans les aromates un remède à sa propre fragilité. Dans le monde arabe,
Le café est une cérémonie qui ne saurait se concevoir sans l'alliance sacrée de la cardamome. Cette union remonte à des siècles quand le breuvage noir commença son expansion depuis le Yémen. L'ajout de cette épice n'est pas qu'une affaire de goût. On dit qu'elle adoucit l'amertume du grain, qu'elle apporte une complexité céleste à l'arôme et qu'elle permet d'équilibrer les effets stimulants de la boisson. En Arabie Saoudite et dans les États du Golfe, la préparation de ce café est un rituel de respect et d'hospitalité. Les gousses vertes sont légèrement torréfiées, puis broyées avec le café pour créer une infusion claire et parfumée, servie dans de petites tasses de porcelaine. Offrir ce breuvage à un invité est un geste de bienvenue qui dépasse les mots. Le dosage de la cardamome est un art en soi, variant selon les régions et les préférences du maître de maison. Pour certains, un simple soupçon suffit, tandis que pour d'autres, l'épice doit dominer, transformant le café en un élixir presque médicinal. Cette tradition s'est propagée bien au-delà des sables du désert, influençant les infusions de l'Inde et même les créations les plus modernes de nos cités, prouvant que certaines harmonies de saveurs sont universelles et éternelles. Ce que nous ressentons comme la chaleur des épices n'est pas réellement un goût, mais un signal de douleur, une conversation secrète entre les plantes et nos récepteurs nerveux. Lorsque vous croquez dans un piment ou que vous poivrez généreusement votre soupe, votre corps réagit à un mécanisme de défense que les végétaux ont mis des millions d'années à parfaire. Les composés comme la capsaïcine ou la pipérine ont été créés pour dissuader les insectes, les champignons et les mammifères de dévorer les semences vitales. Ces substances activent les récepteurs de la douleur que l'on appelle TRPV1, ceux-là même qui nous avertissent d'une brûlure réelle ou d'une abrasion physique. Votre cerveau, dans sa confusion, ne fait pas la différence entre l'agression chimique et la chaleur du feu. C'est pour cette raison que la nourriture épicée nous semble brûlante, alors même que sa température n'a pas changé. Ce qui est fascinant, c'est que l'homme est la seule créature sur Terre à rechercher délibérément cette sensation. Nous avons transformé une arme défensive en un plaisir gastronomique, cultivant avec soin les plantes qui sont censées nous repousser, prouvant ainsi notre capacité unique à trouver de la beauté et de la saveur jusque dans les mécanismes de la douleur. Les épices que l'on qualifie de réchauffantes, comme la cannelle, le gingembre ou le poivre noir, ne portent pas ce nom par simple métaphore poétique. Elles possèdent la faculté réelle d'augmenter légèrement la température de notre corps en améliorant la circulation et en favorisant le flux sanguin. Ces composés provoquent une dilatation douce des vaisseaux, permettant au sang de voyager plus librement jusqu'à nos extrémités, apportant avec lui une sensation de confort et de bien-être. Dans les traditions médicinales de l'Ayurveda et de la Chine ancienne, ces plantes étaient prescrites pour chasser le froid intérieur et revigorer l'énergie vitale. La science contemporaine confirme que le gingembre, par exemple, peut élever de manière mesurable la température centrale du corps. C'est pourquoi, lors des froides soirées d'hiver, une infusion épicée nous procure un réconfort si immédiat, elle ne se contente pas de flatter notre palais, elle nous réchauffe activement de l'intérieur, comme un feu de cheminée miniature qui brûlerait doucement au creux de notre être. Ces remèdes anciens sont ainsi des ponts entre notre biologie et le règne végétal, nous offrant une protection chaleureuse contre les rigueurs du monde extérieur. Le curcuma, cette épice à la robe d'or, occupe une place sacrée dans les foyers de l'Inde depuis des millénaires. La science moderne s'intéresse aujourd'hui de très près à la curcumine, son principe actif le plus précieux, pour une raison tout à fait singulière, sa capacité à franchir la barrière hémato-encéphalique. Cette frontière est un filtre sélectif et rigoureux qui protège notre cerveau des substances indésirables, ne laissant passer que l'essentiel. Que la curcumine puisse traverser cette barrière est un fait remarquable qui ouvre des horizons fascinants pour la santé de l'esprit. Des recherches explorent son influence sur la mémoire, l'humeur et la préservation de nos facultés intellectuelles face au déclin du temps. Dans la tradition indienne, on prépare depuis toujours le lait d'or, une infusion lactée au curcuma destinée à apporter calme et clarté mentale. Cette boisson ancestrale est devenue un symbole de bien-être à travers le monde moderne, un rituel de pleine conscience que l'on savoure dans le calme du soir, que ses bienfaits soient purement chimiques ou portés par la poésie de son éclat solaire. Le curcuma demeure une promesse de lumière pour notre cerveau, une épice qui semble veiller sur l'intégrité de nos pensées avec une bienveillance dorée. Le poivre noir possède une vertu méconnue qui dépasse de loin son simple piquant.
Il agit comme un amplificateur de vie pour les autres substances. La pitérine qu'il contient a la faculté extraordinaire d'augmenter la biodisponibilité des nutriments, c'est-à-dire la capacité de notre corps à les absorber réellement. Sans cet allié, de nombreux composés bénéfiques traverseraient simplement notre système digestif sans nous laisser leurs bienfaits. La pipérine inhibe temporairement certaines enzymes du foie et de l'intestin qui décomposeraient trop vite ces trésors. Avant qu'ils ne rejoignent notre sang, cet effet est particulièrement crucial lorsqu'on le marie au curcuma. À lui seul, le poivre noir peut augmenter l'absorption de la curcumine de plus de 2000%. C'est un exemple merveilleux de la sagesse des traditions culinaires qui, bien avant les microscopes, avaient compris que certaines épices devaient toujours voyager ensemble pour offrir leur plein potentiel. Les cuisiniers de l'Inde ne connaissaient pas les chiffres de la pharmacologie, mais ils savaient que l'union du poivre et du curcuma créait une harmonie parfaite. Tant pour le palais que pour la vigueur du corps, une alliance naturelle dictée par l'instinct et confirmée par la science. La badiane et l'anis possèdent des saveurs presque identiques de réglisse, et pourtant, elles proviennent de mondes totalement différents. C'est un cas fascinant de convergence évolutive. L'anis est une humble plante à fleurs de la famille du persil qui s'épanouit sous le soleil de la Méditerranée. La badiane, quant à elle, est le fruit d'un arbre majestueux originaire des forêts mystérieuses de Chine et du Vietnam. Cet arbre produit des fruits en forme d'étoile parfaite, dont chaque pointe abrite une graine luisante. Les deux plantes ont développé indépendamment une molécule appelée anétole, responsable de ce parfum si caractéristique en cuisine. Elles sont souvent interchangeables. Bien que la badiane impose une présence plus robuste et boisée, elle est la figure centrale de la poudre, aux 5 épices chinoises et l'âme des bouillons de l'Asie du Sud-Est, mais la badiane cache un autre secret. Elle contient de l'acide shikimique, une substance essentielle à la fabrication de puissants médicaments antiviraux. Elle est donc tout autant une merveille culinaire qu'une ressource médicale de premier ordre, prouvant que derrière sa géométrie étoilée et sa saveur, de confiserie se cache une pharmacie naturelle d'une valeur inestimable pour l'humanité. Le gingembre est une racine qui porte en elle le feu de la terre. Sa chaleur vive provient du gingérol, une molécule qui éveille les récepteurs de notre palais avec une précision remarquable. Mais le gingembre est un voyageur chimique qui se transforme au gré de nos préparations. Lorsqu'il est cuit, le gingérone se métamorphose en zingérone, offrant une saveur plus douce, plus sucrée et moins agressive. S'il est séché, il devient alors du shogaol, un composé 2 fois plus piquant que l'original, ce qui explique pourquoi la poudre de gingembre possède un caractère bien plus ardent que la racine fraîche. Cette plasticité aromatique en fait l'une des épices les plus polyvalentes du monde. Depuis des millénaires, la médecine traditionnelle l'utilise pour apaiser les tourments de l'estomac et les nausées du voyage, une vertu que la science moderne a largement confirmée. Les composés du gingembre semblent agir sur le système digestif et l'oreille interne avec une efficacité que peu de remèdes synthétiques égalent, sans pour autant provoquer de somnolence. Que vous le consommiez frais, confit ou en poudre, le gingembre reste un allié précieux. Une racine protectrice qui semble avoir capturé toute l'énergie vitale du sol pour nous la restituer sous une forme à la fois ardente et bienveillante. L'éclat doré que le safran confère aux aliments est dû à la crocine, un pigment d'une puissance inouïe qui est aussi un antioxydant remarquable. Quelques brins de cette épice suffisent à atteindre tout un chaudron de riz d'une couleur solaire, car la crocine possède la faculté de se dissoudre instantanément dans l'eau et les graisses. Historiquement, cette propriété colorante était si estimée qu'on l'utilisait pour teindre les étoffes royales et les vêtements sacrés, bien que le coût de cette teinture fût réservé aux dieux et aux souverains. Le safran ne se contentait pas d'embellir les tissus. Il symbolisait la richesse et la divinité. La recherche contemporaine s'intéresse à cet antioxydant pour sa capacité à neutraliser les radicaux libres, ces molécules instables qui cherchent à ternir l'éclat de nos cellules. Dans la Perse antique, on utilisait déjà le safran pour traiter les mélancolies du cœur et fortifier l'esprit. Aujourd'hui, on explore encore ces pistes ancestrales, cherchant à distinguer la part de légende de la part de vérité biologique. Quoi qu'il en soit, la beauté d'un plat safrané, avec sa robe d'or et son parfum éthéré, procure une joie sensorielle qui, en elle-même, est déjà une forme de guérison, un hommage rendu par l'homme à la splendeur éphémère de la nature.
les graines de moutarde possèdent un secret qui ne se révèle que sous l'action de l'homme. Lorsqu'elles sont sèches et entières, elles sont presque muettes, sans aucune saveur ni chaleur apparente. On pourrait en mâcher une poignée sans ressentir la moindre ardeur. Mais dès qu'on les écrase et qu'on les marie à un liquide, une alchimie foudroyante s'opère. Cette transformation est l'œuvre d'enzymes qui attendent patiemment le bon moment pour agir. Les graines contiennent des composés séparés par de fines parois. Le broyage brise ces frontières, permettant aux molécules de se rencontrer et de créer les isothiocyanates, responsables de ce piquant qui monte au nez. Cette réaction a besoin d'humidité pour se déclencher, et la nature du liquide choisi modifiera le destin de l'épice. L'eau froide produira la moutarde la plus ardente, tandis que le vinaigre calmera la réaction pour offrir une chaleur plus douce et durable. L'eau chaude, quant à elle, pourrait anéantir le piquant presque instantanément. Ainsi, préparer sa propre moutarde n'est pas qu'un acte culinaire, c'est une véritable expérience de chimie naturelle où chaque geste et chaque température influencent la puissance du feu végétal que l'on s'apprête à libérer. La chaleur du réfort et du wasabi est d'une nature radicalement différente de celle des piments. Alors que le piment embrase la bouche et la gorge avec une persistance tenace, le réfort et le wasabi lancent une flèche de feu qui remonte directement vers les sinus. Cette sensation de débouchage est due aux isothiocyanates, des molécules volatiles qui cherchent à s'évaporer dès qu'elles sont libérées. Lorsque vous en consommez, ces composés se vaporisent instantanément dans votre gorge pour rejoindre votre cavité nasale ou y stimuler les récepteurs nerveux avec une intensité fugace. La chaleur disparaît aussi vite qu'elle est apparue, car les molécules se diffusent dans l'air. À l'inverse, la capsaïcine du piment est une huile lourde qui s'accroche à votre palais, rendant l'eau inutile pour l'éteindre. Boire de l'eau peut en revanche aider contre le réfort, en emportant les composés avant qu'ils ne se vaporisent. Il est intéressant de noter que la véritable racine de wasabi est si rare et onéreuse que la plupart de ce que nous dégustons est en réalité du réfort coloré. Cette illusion témoigne de notre fascination pour cette chaleur nasale, ce frisson piquant qui nous fait pleurer de joie tout en dégageant nos voies respiratoires d'une manière presque magique. Il existe une distinction fondamentale entre les herbes fraîches et les épices séchées. Les herbes, comme le basilic, la coriandre ou le persil, sont des créatures de l'instant. Leurs parfums sont portés par des huiles si fragiles qu'elles s'évanouissent au moindre contact prolongé avec la chaleur ou l'air. C'est pour cette raison qu'on les ajoute au dernier moment comme une touche finale de fraîcheur. Les épices, au contraire, sont des voyageuses du temps. Elles proviennent des parties les plus robustes de la plante, les graines, les écorces ou les racines, conçues par la nature pour traverser les saisons et les conditions hostiles. Leurs composés sont protégés par des parois cellulaires résistantes, ce qui leur permet de conserver leur puissance pendant des années si elles sont gardées à l'abri de la lumière. Cependant, une fois réduites en poudre, les épices entament une lente agonie aromatique, car leur surface d'échange avec l'air augmente considérablement. Les cuisiniers pris de perfection savent qu'il n'y a pas de comparaison possible entre un pot d'épices poussiéreux et une graine que l'on moude soi-même. Vous pourriez garder du cumin entier pendant 4 ans et retrouver toutes ses vibrations au premier coup de pilon, alors que la poudre du commerce ne sera bientôt plus que le souvenir fade d'un parfum envolé. Dans de nombreuses cultures, et particulièrement en Inde, mâcher des graines de fenouil après le repas est un rituel immuable. Ce geste n'est pas seulement destiné à rafraîchir la laine de son parfum de réglisse, c'est un acte de bienveillance envers son propre système digestif. Le fenouil contient des composés que l'on nomme carminatifs, capables de relaxer les muscles lisses du tractus gastro-intestinal. En apaisant ces tensions, l'épice permet au gaz de se dissiper et stimule la production des sucs nécessaires à une digestion sereine. Cette sagesse ancestrale a été validée par la science moderne, confirmant que le fenouil est un allié précieux contre les ballonnements et l'inconfort. Dans l'Europe médiévale, le fenouil figurait parmi les 9 herbes sacrées, dotées de pouvoirs de guérison presque miraculeux, capables, disait-on, de restaurer la vue ou de protéger contre les morsures de serpents. Si ces légendes se sont estompées, l'efficacité digestive du fenouil est restée, faisant de ces petites graines striées une conclusion indispensable à tout festin. C'est une invitation au calme après l'agitation du repas, un petit cadeau végétal qui murmure à notre corps que le temps du repos est enfin venu, permettant à notre esprit de glisser vers le sommeil sans les tourments de la chair. Le fenugreek possède une personnalité double
qui surprend toujours celui qui l'apprivoise pour la première fois. À l'état brut, ces petites graines brun doré sont d'une amertume farouche, presque rebutante, mais qu'on les dépose quelques instants dans une poêle sèche et une métamorphose spectaculaire se produit sous l'effet de la chaleur. Les graines libèrent alors un arôme sucré, riche et enveloppant, qui rappelle de manière troublante le sirop d'érable. Ce prodige est dû au sotolon, une molécule que le fenugrec partage avec le célèbre suc de l'érable. C'est pour cette raison que les essences d'érable de synthèse contiennent souvent des extraits de cette épice. En cuisine, le fenugrec est l'âme secrète de nombreux mélanges ancestraux, apportant une profondeur et une note de noisette qui soutient l'ensemble des saveurs. Mais attention, l'art du grillage est une discipline de patience. Trop peu de feu et l'amertume persiste. Trop de chaleur et la graine brûle, devenant âcre. C'est une métaphore de la vie. Il faut souvent passer par l'épreuve du feu, avec juste ce qu'il faut d'intensité, pour transformer nos amertumes en une douceur parfumée qui enchantera ce qui nous entoure. Le fenugrec est aussi le compagnon des mers, utilisé depuis l'Antiquité pour favoriser la vie naissante, une tradition que certaines études contemporaines regardent avec un respect renouvelé. Dans les paysages arides du Moyen-Orient pousse un arbuste dont les baies offrent une acidité salvatrice, le sumac. Récolté à maturité, puis séché et broyé, ces petites baies d'un rouge profond produisent une poudre qui possède le piquant citrique du citron, mais sans en apporter l'humidité. Cette caractéristique unique en fait l'allié des cuisiniers qui souhaitent réveiller un plat, comme une viande grillée ou une salade fraîche, sans en modifier la texture, avant que le citron ne devienne un fruit commun sous ses latitudes. Le sumac était le principal agent acidifiant des cuisines régionales. Il est l'âme du za'atar, ce mélange sacré où il s'unit au thym et au sésame pour créer une harmonie que l'on savoure, avec une simple goutte d'huile d'olive. Sa couleur rubis apporte une splendeur visuelle au plat, transformant chaque assiette en une œuvre d'art. Le sumac nous rappelle que la nature a prévu des solutions pour chaque besoin. Là où l'eau se fait rare et où les agrumes peinent à pousser, elle a disposé ses petites baies ardentes pour apporter la vivacité nécessaire à nos palais. C'est une épice de soleil et de poussière, un concentré de fraîcheur sèche qui porte en lui tout l'esprit des terres anciennes et sauvages de la Méditerranée. La poudre d'amchur est une autre curiosité culinaire qui témoigne de l'ingéniosité humaine pour conserver les saveurs des saisons. En Inde, lorsque les mangues vertes et immatures inondent les marchés, on les pèle et on les fait sécher au soleil avant de les réduire en une fine poudre beige. Cette poudre possède une acidité fruitée et subtile, moins vive que celle du citron, mais d'une profondeur remarquable. Tout comme le sumac, l'amchur est utilisé pour apporter de l'acidité sans introduire de liquide dans le plat. C'est le secret des currys de légumes secs et des farces pour les pains traditionnels, où l'humidité serait l'ennemi de la croustillance. Cette tradition permet de capturer l'essence de la mangue bien, après que la saison des fruits soit passée, assurant ainsi que rien ne se perd de l'abondance estivale. Au-delà de son usage en cuisine, l'amchur est une métaphore de la préservation. Savoir transformer ce qui est encore trop vert, trop dur ou trop acide, en un trésor de saveur qui mûrira avec le temps. C'est une pratique qui nous relie au cycle de la terre, nous apprenant à respecter chaque étape de la croissance d'un fruit et à trouver des trésors jusque dans son immaturité, pourvu que l'on sache lui offrir le temps et le soleil nécessaires à sa métamorphose. Il existe une résine au caractère si puissant qu'elle semble défier les sens, au premier abord, l'asafoetida, que les initiés nomment également Engelmon. 1. Si vous ouvriez un flacon de cette substance à l'état brut, vous pourriez être saisi par son effluve soufré, presque déroutant, évoquant des notes d'ail sauvage ou d'oignons oubliés. Pourtant, l'asafoetida est une magicienne de la cuisine. Dès qu'une pincée de cette poudre touche l'huile frémissante, une métamorphose spectaculaire s'opère, l'odeur brute s'évanouit pour laisser place à un arôme divin d'ail confit et d'oignons rissolés, apportant une profondeur incomparable au mets, extraite des racines d'une plante géante des hauts plateaux. Cette résine est le secret des cuisines végétariennes de l'Inde, offrant une saveur charnelle là où les bulbes traditionnels sont parfois proscrits par les règles sacrées. Une simple pointe de couteau suffit à transformer l'équilibre d'un plat, prouvant que dans le monde des épices, les apparences sont souvent trompeuses et que la véritable beauté aromatique nécessite parfois l'épreuve de la chaleur pour se révéler dans toute sa splendeur savoureuse. Cette résine mystérieuse n'est pas une découverte récente. Elle était déjà vénérée dans la Rome antique,
où on la connaissait sous le nom de laser. Au laserpitium, les Romains en étaient si épris tant pour la médecine que pour la gastronomie, qu'ils l'importaient à prix d'or. La légende raconte qu'ils utilisaient une variété nord-africaine si intensément qu'ils finirent par conduire la plante à l'extinction complète. La Safotida que nous connaissons aujourd'hui, originaire d'Iran et d'Afghanistan, est l'héritière de ce goût impérial. Elle nous rappelle que le désir humain pour une saveur particulière peut être si puissant qu'il peut effacer une espèce de la surface de la terre. Aujourd'hui, elle demeure conservée dans des récipients hermétiques pour ne pas imprégner tout ce qui l'entoure, gardienne d'un secret millénaire qui attend le contact du feu pour chanter sa mélodie d'ail et de terre. C'est une épice de patience et de justesse, un lien ténu avec les festins des Césars et les rituels de pureté des temples anciens, une force de la nature qui exige le respect pour offrir sa générosité. Voyageons maintenant vers les rivages de l'Afrique de l'Ouest pour découvrir les graines de paradis. Ce nom poétique désigne une épice de la famille du gingembre, aux petites graines brunes qui cachent un profil de saveur d'une élégance rare. Contrairement au poivre noir, les graines de paradis offrent une chaleur qui s'accompagne de notes florales, citriques et d'une touche de cardamome. Elles furent immensément populaires dans les cuisines médiévales de l'Europe, à une époque où le poivre noir était encore une rareté réservée aux rois. On les utilisait pour assaisonner les viandes, aromatiser les vins épicés et créer des mélanges dont seule la noblesse avait le secret. Leur nom même évoque la haute estime dans laquelle on les tenait, les croyants issus d'un jardin divin dont l'accès était interdit aux mortels. Puis, avec l'effondrement des prix du poivre, elles sombrèrent, peu à peu, dans l'oubli en Occident, restant le trésor jalousement gardé des rituels traditionnels africains. Aujourd'hui, elles font un retour discret et majestueux sur les tables des gourmets, offrant une alternative éthérée et complexe à la chaleur simple du poivre, nous invitant à redécouvrir un paradis perdu de saveurs oubliées. Le curcuma, au-delà de sa saveur terreuse et douce, possède un pouvoir chromatique qui confine au sacré. Quiconque a manipulé sa racine fraîche connaît cette empreinte indélébile d'un jaune orangé vibrant qui se fixe sur la peau et les objets comme une promesse de lumière. Ce pigment, la curcumine, est si puissant qu'il a servi de teinture royale pendant des millénaires, colorant les étoffes des sages et les robes des moines avec la couleur de l'éveil. En Inde, ce pouvoir colorant est utilisé lors de la cérémonie du haldi, où une pâte de curcuma est appliquée sur le visage des futurs époux pour leur conférer un éclat sain et bénir leur union. Mais ce pigment cache aussi une curiosité scientifique, il agit comme un indicateur naturel, changeant de couleur au contact de certaines substances, une démonstration vivante de la chimie secrète des plantes. Utiliser le curcuma, c'est manipuler un éclat de soleil capturé dans une racine, une substance qui purifie tout ce qu'elle touche et qui rappelle que la beauté et la santé sont souvent liées à la couleur même de la vie. L'importance culturelle du curcuma en Inde dépasse de loin le cadre de la cuisine. Il est l'un des rituels de passage. Il est considéré comme une substance purificatrice, capable d'éloigner les ombres et d'équilibrer les énergies vitales. Dans chaque foyer hindou, il occupe une place d'honneur dans la salle de prière, aux côtés des fleurs fraîches et du santal. On l'utilise pour oindre les statues des divinités, pour bénir les nouveau-nés et pour accompagner les derniers adieux. La racine fraîche est même parfois scellée dans les fondations des nouvelles demeures pour assurer la prospérité du foyer. Cette révérence prend sa source dans les textes sacrés de l'Ayurveda, vieux de plusieurs siècles, qui décrivent le curcuma comme un équilibreur universel. Pour des millions d'êtres humains, son arôme n'est pas seulement un goût, c'est l'odeur même de la tradition et de la protection spirituelle. En l'ajoutant à vos plats, vous participez à une chaîne ininterrompue de dévotion, utilisant la même poussière d'or végétale qui a béni des générations de familles depuis l'aube des temps. Déplaçons-nous vers les hauts plateaux d'Éthiopie pour rencontrer le berbéré, un mélange d'épices d'une complexité sans égale. Il ne s'agit pas d'une simple recette, mais d'un héritage familial, transmis avec un soin jaloux. Un véritable berbéré peut contenir plus de 15 ingrédients, chacun apportant sa note à une symphonie ardente et profonde. On y trouve la chaleur des piments, la profondeur du fenugrec, le côté terreux de la coriandre et la douceur mystérieuse de la cardamome et de la cannelle. La préparation est un rituel de patience. Chaque épice est souvent grillée séparément pour en exalter l'essence avant d'être unie aux autres. Ce mélange est le fondement du Doro Wat, le plat national éthiopien, un ragoût dont la richesse semble porter en lui
toute l'histoire de la corne de l'Afrique. Posséder un bon berbéré, c'est détenir la clé d'une cuisine qui sait transformer le feu en une caresse savoureuse, une alchimie où le piquant n'est jamais gratuit, mais sert d'écrin à une profondeur de saveur qui s'étire en bouche comme un coucher de soleil sur les montagnes d'Abyssinie. Au Japon, l'art des épices s'exprime par le shishi-mitogarashi ou le mélange aux 7 saveurs. Ce flacon, souvent présent sur les tables, incarne la philosophie nippone de l'équilibre parfait. Il réunit le piquant du piment rouge, le frisson engourdissant du poivre sans eau, la fraîcheur de l'écorce d'orange grillée et la richesse des graines de sésame et de l'algue nori. Le résultat est un assaisonnement qui éveille tous les recoins du palais. Il est à la fois brûlant, citrique, noisetté et légèrement marin. Au Japon, certaines échoppes fabriquent leur propre shishimi depuis des siècles, ajustant les proportions selon des recettes secrètes. Contrairement aux épices qui cuisent longuement, celui-ci se saupoudre au dernier moment, comme une pluie de saveurs sur un bol de nouilles fumantes. Il permet à chaque convive de personnaliser son expérience, d'ajouter sa propre touche de vitalité à un plat simple. C'est une invitation à la pleine conscience du goût, où chaque pincée révèle une nouvelle nuance, un nouvel équilibre entre les éléments de la terre et de la mer. Le nom du mélange nord-africain, Ras El Hanout, signifie littéralement la tête de la boutique. Ce titre prestigieux indique que le marchand y a mis ce qu'il a de meilleur, le sommet de son savoir-faire. Il n'existe pas de recette immuable, car chaque maître des épices crée sa propre signature, un secret qu'il ne partage qu'avec ses pairs. Un Ras El Hanout noble peut réunir jusqu'à 30 ingrédients différents. Cardamome, massis, galanga, pétales de rose séchée et bien d'autres merveilles, c'est l'âme des tagines marocains. Ces plats, dont la cuisson lente permet à cette multitude d'arômes de fusionner en une fragrance unique, suave et envoûtante. La fabrication de ce mélange est un acte de haute diplomatie aromatique où l'on cherche à ce qu'aucune épice ne domine les autres, mais qu'elle chante tout en chœur pour créer une profondeur infinie. Acheter un Ras El Hanout, authentique, c'est s'offrir le résultat d'une vie de recherche sur l'harmonie des sens, une porte ouverte sur les jardins secrets de l'Atlas et les cuisines royales des cités impériales. La poudre aux 5 épices chinoises est une autre leçon de philosophie appliquée à la gastronomie. Elle repose sur la recherche de l'harmonie entre les 5 saveurs fondamentales, le sucré, l'acide, l'amer, le salé et l'umami. Ce mélange emblématique réunit généralement la badiane étoilée, la cannelle, les clous de giroflet, le fenouil et le poivre du Sichuan. Dans la pensée traditionnelle, ces 5 saveurs correspondent aux 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau qui régissent l'univers et notre propre corps. Utiliser ce mélange ne sert donc pas seulement à aromatiser une viande braisée ou un canard laqué. C'est aussi un acte visant à rétablir l'équilibre intérieur et à favoriser la santé. Chaque ingrédient apporte sa propre énergie, la badiane pour la douceur céleste, le Sichuan pour le frisson terrestre. En dégustant un plat infusé de ces 5 puissances, on s'inscrit dans une quête de sagesse millénaire où la cuisine devient une extension de la pensée universelle, une recherche de justesse où l'homme et la nature se rejoignent dans un moment de pure harmonie gustative. Le gingembre, cette racine aux formes tourmentées, est prescrit comme remède contre les nausées depuis plus de 2 millénaires. Les textes médicaux de la dynastie Han décrivaient déjà ses vertus apaisantes pour l'estomac, une connaissance qui voyagea par les caravanes jusqu'aux médecins grecs et romains. Cette sagesse antique a traversé les siècles sans prendre une ride pour être finalement confirmée par la rigueur de la science moderne. Des études contemporaines attestent que le gingembre est un allié d'une efficacité remarquable pour calmer les maux du voyage ou les tourments de la vie naissante. Contrairement aux remèdes de synthèse, il agite avec une douceur qui ne trouble pas la clarté de l'esprit. N'apportant aucune somnolence indésirable, ces molécules agissent en harmonie avec notre système digestif, comme un baume naturel qui rétablit le calme là où régnait l'agitation. Que ce soit sous forme de thé fumant ou de racines fraîches, le gingembre nous rappelle que la pharmacie de la terre a souvent anticipé nos besoins les plus essentiels, nous offrant des solutions simples et puissantes nées du silence du sol et de la chaleur du soleil. Dans les profondeurs des temples de l'Égypte ancienne, la cannelle était bien plus qu'une denrée rare. Elle était un investissement pour l'éternité. Les embaumeurs l'utilisaient généreusement lors des rituels de momification, mélangeant son écorce broyée à la myrrhe
et aux résines sacrées pour préserver les dépouilles des pharaons. Bien que les Égyptiens n'aient pas eu connaissance des bactéries, ils avaient observé que les corps ainsi préparés résistaient à l'usure du temps et conservaient une fragrance divine. La cannelle était alors importée à grands frais de terres si lointaines qu'on les pensait situées aux limites du monde. Réserver une telle dépense pour les morts témoignait d'une foi inébranlable dans la vie après la vie. Seuls les plus hauts dignitaires pouvaient s'offrir ce luxe ultime, s'assurant ainsi que leur demeure éternelle serait parfumée pour les siècles à venir. Aujourd'hui, les archéologues qui ouvrent les sarcophages millénaires peuvent encore déceler cette odeur ténue, une signature aromatique qui a survécu à la disparition des empires. Chaque fois que vous sentez le parfum de la cannelle, vous respirez un peu de ce rêve d'éternité qui animait les bâtisseurs des pyramides. Bien avant l'invention des anesthésiques, le clou de girofle était le seul remède capable d'éteindre le feu d'un mal de dents. Les cultures ayant accès à cette épice avaient découvert ses propriétés engourdissantes miraculeuses. Le génol, présent en abondance dans chaque bouton séché, agit comme un anesthésique naturel d'une puissance surprenante. Au Moyen-Âge, on plaçait simplement un clou de girofle entier contre la gencive douloureuse, laissant la salive libérer lentement son essence apaisante. Les médecins de la Chine impériale et les guérisseurs d'Europe partageaient ce secret, prouvant que la douleur humaine trouve toujours sa réponse dans le jardin du monde. Aujourd'hui encore, cette sagesse perdure dans nos cabinets dentaires modernes, car de nombreux pansements temporaires contiennent encore de l'eugénol raffiné. C'est un cas rare où la médecine de pointe utilise exactement le même principe actif que les remèdes de grand-mère. La science a simplement validé et purifié ce que l'observation millénaire avait identifié comme un don de la nature, nous reliant par une sensation d'engourdissement bienfaisant aux souffrances apaisées de nos ancêtres les plus lointains. Les bâtisseurs des pyramides de Gizeh, ces hommes qui déplacèrent des montagnes de pierre pour honorer les rois, recevaient des rations quotidiennes d'ail, d'oignons et de radis. Les anciens Égyptiens étaient convaincus que ces légumes piquants fournissaient aux travailleurs la force herculéenne nécessaire à leurs tâches et les protégeaient des maladies qui guettaient les grands chantiers. Bien que la notion de vitamine leur fût étrangère, leur intuition était juste. L'ail contient de l'allicine, un composé qui se libère dès que la gousse est écrasée et qui possède des propriétés antioxydantes et protectrices remarquables. Dans le silence des carrières de calcaire, l'ail était le bouclier de l'homme contre l'épuisement, un carburant de vie pour des muscles soumis à rude épreuve. On raconte même que le premier conflit social de l'histoire éclata lorsqu'une livraison d'ail vint à manquer, les ouvriers refusant de travailler sans leur précieuse protection végétale. Cette anecdote nous rappelle que derrière les monuments les plus imposants de l'humanité se cachent des racines humbles et puissantes, prouvant que la grandeur des civilisations a souvent dépendu de la santé de ceux qui les ont bâties, un repas piquant à la fois, l'encens et la myrrhe, rendus célèbres par les récits de la nativité, étaient parmi les substances les plus chères du monde antique, dépassant parfois la valeur de l'or. Ces résines ne sont pas des herbes, mais des larmes sacrées exsudées par des arbres qui poussent dans les terres arides de la péninsule arabique et de l'Afrique de l'Est. La récolte est un acte de patience. On incise l'écorce pour laisser la sève perler et durcir au soleil, formant de petites perles ambrées. L'encens était brûlé pour que sa fumée emporte les prières vers le ciel, reliant le monde des hommes à celui des dieux. La mia, quant à elle, était un antiseptique précieux utilisé pour soigner les blessures et préparer les corps pour le repos final. Dans le récit des rois mages, ces cadeaux portaient une symbolique profonde. L'or pour la royauté, l'encens pour la divinité et la myrrhe pour la condition humaine et sa fragilité. Offrir ces résines était le plus haut signe de respect possible, une offrande de ce que la terre a de plus rare et de plus aromatique. Aujourd'hui encore, leur parfum nous transporte instantanément dans une atmosphère de sacré et de recueillement, nous rappelant que certaines odeurs possèdent le pouvoir de suspendre le temps. Les grains de poivre du Sichuan possèdent un secret qui n'appartient à aucune autre épice. Ils ne chauffent pas, ils font vibrer l'essence. Originaire de Chine, cette enveloppe de petites baies produit une sensation que les habitants appellent ma, un frisson engourdissant et électrique sur la langue. Ce n'est pas une brûlure, mais une stimulation des récepteurs du toucher qui donne l'impression que votre bouche est soumise à un courant électrique de très basse intensité. Des chercheurs ont découvert que cette vibration se produit à une fréquence de 50 Hz, la même que celle du courant alternatif de nos maisons. Goûter au Sichuan, c'est comme lécher
une pile imaginaire ou ressentir le pétillement d'une eau mystérieuse. En cuisine, on le marie presque toujours au piment pour créer l'harmonie, mala, où l'engourdissement permet de mieux supporter la chaleur. Cette sensation unique transforme chaque bouchée en une expérience multisensorielle où le goût devient une texture et où la saveur devient un mouvement. C'est une invitation à redécouvrir les limites de nos perceptions, une épice qui nous rappelle que la nature peut aussi nous faire ressentir la vibration secrète du monde à travers notre propre palais. Avant que le poivre noir ne devienne le roi de nos tables, un autre cousin régnait sur les festins impériaux, le poivre long, avec sa forme de cône allongée ressemblant à un minuscule chaton de saule. Il était le favori des Grecs et des Romains, qui le trouvaient bien supérieur en finesse. Son goût partage la chaleur du poivre noir, mais y ajoute des notes sucrées, terreuses et presque musquées qui n'appartiennent qu'à lui. On le retrouvait dans les mélanges d'épices médiévaux les plus sophistiqués et dans les poudres de curry ancestrales de l'Inde. Puis, la productivité des vignes de poivre noir et la facilité de sa récolte finirent par éclipser ce parent distingué. Le poivre noir gagna la bataille de l'économie, et le poivre long tomba dans un sommeil injuste, devenant une rareté que seuls quelques chefs et herboristes continuent de chérir. Pourtant, redécouvrir le poivre long aujourd'hui, c'est comme retrouver un manuscrit ancien, c'est un voyage dans le temps vers les goûts d'une antiquité qui préférait la complexité à la puissance brute. Il nous enseigne que dans l'histoire des saveurs, la popularité n'est pas toujours le signe de la supériorité et que certains trésors attendent simplement qu'on les sorte de l'ombre pour briller à nouveau. Les premiers récits de l'usage des épices se perdent dans la nuit des temps, gravés sur les tablettes d'argile des Sumériens, il y a plus de 4000 ans. En Mésopotamie, au berceau de l'écriture, on listait déjà le cumin et la coriandre parmi les ingrédients indispensables à la préparation des repas et des remèdes. Ces plus anciens livres de cuisine de l'humanité révèlent que nos ancêtres étaient loin d'être des mangeurs de mets fades. Ils recherchaient déjà la complexité, mélangeant les graines pour créer des sauces et des marinades dont les parfums flottent encore, par l'imagination, au-dessus des cités d'argile de jadis. Le cumin, avec son arôme chaud et fumé, et la coriandre, aux notes de citron et de terre, sont les témoins silencieux de notre passage de la simple survie au plaisir raffiné de la table. Ils sont les fondations de notre palais mondial, utilisés du Mexique jusqu'au cœur de l'Asie centrale. Savoir que nous utilisons aujourd'hui les mêmes graines que les scribes de Sumer nous procure une sensation de vertige et de continuité. Le goût est un langage universel qui a traversé les millénaires sans rien perdre de sa force, nous reliant par un simple repas aux premières lueurs de la civilisation. La médecine de l'Europe médiévale était une discipline fascinante, basée sur l'équilibre des 4 humeurs, le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. On pensait alors que la santé dépendait de l'harmonie entre ces fluides et que chaque aliment, chaque épice, possédait une nature capable d'influencer cet équilibre. Les épices étaient classées selon leur chaleur et leur humidité. Le poivre noir, considéré comme chaud et sec, était prescrit pour chasser l'excès de flegme froid et humide qui causait les maladies de l'hiver. Le gingembre chaud et humide était utilisé pour d'autres déséquilibres de l'âme et du corps. Les médecins de l'époque étaient de véritables alchimistes du goût, prescrivant des poudres parfumées comme nous prescririons des pilules. Bien que leur système théorique nous semble étrange aujourd'hui, ils avaient souvent raison par intuition. En recommandant des épices réchauffantes pour améliorer la circulation, ils apportaient un soulagement réel aux souffrants. Cette époque nous rappelle que l'homme a toujours cherché dans le parfum des plantes un moyen de restaurer son harmonie intérieure, voyant dans chaque graine un petit fragment de l'ordre universel capable de guérir ses propres désordres. Dans la sagesse millénaire de l'Inde, l'Ayurveda propose une vision tout aussi profonde du rôle des épices. Au lieu d'humeur, on y parle de 3 énergies vitales, les doshas, vata, pitta et kapha. Chaque individu possède son propre équilibre et les épices sont les outils privilégiés pour le maintenir ou le restaurer. On recommande ainsi les épices rafraîchissantes comme la coriandre, le fenouil ou la cardamome pour apaiser le pitta lié à la chaleur et au feu intérieur. À l'inverse, le gingembre et le poivre noir sont les alliés de ceux qui luttent contre l'excès de kapha, apportant légèreté et stimulation là où régnait la lourdeur. Le curcuma est considéré comme l'épice royale, capable d'équilibrer les 3 énergies d'un seul geste.
Un praticien ayurvédique ne traite pas seulement un symptôme, il considère l'être entier dans son environnement et son régime alimentaire. La recherche moderne redécouvre aujourd'hui ces liens subtils, confirmant par exemple les vertus anti-inflammatoires du curcuma. Cette approche nous enseigne que manger est un acte médical de chaque instant, et que notre boîte à épices est en réalité une pharmacie sacrée, où chaque flacon contient une clé pour retrouver la paix intérieure et la vigueur du corps. La cannelle, au-delà de sa douceur envoûtante, fait l'objet d'études fascinantes concernant notre métabolisme. Depuis des siècles, les traditions anciennes affirment qu'elle aide à réguler l'énergie du corps. Les chercheurs contemporains ont voulu vérifier si cette épice pouvait réellement influencer le taux de sucre dans notre sang. Si les résultats sont encore discutés au sein de la communauté scientifique, il semble que la cannelle puisse améliorer la sensibilité de nos cellules à l'insuline, les aidant à mieux capter le glucose pour nous offrir une énergie stable. Dans de nombreuses cultures, inclure la cannelle dans le régime quotidien est considéré comme un geste de protection métabolique. Il faut cependant distinguer la cannelle de Ceylan, plus fine et délicate, de sa cousine la casse, plus robuste. Cette dernière contient des substances qui exigent la modération. Cette situation illustre parfaitement le passage de la sagesse traditionnelle à la science moderne. Nous savons par intuition que la cannelle nous fait du bien, et nous cherchons maintenant à comprendre le pourquoi du comment. Mais au-delà des chiffres et des molécules, la simple chaleur que procure une infusion à la cannelle suffit à nous apaiser, prouvant que certains bienfaits se ressentent bien avant d'être mesurés. Le composé qui offre aux piments leur brûlure ardente a trouvé, par un détour surprenant de la destinée, une application médicale salvatrice. La crème à la capsaïcine, appliquée avec délicatesse sur la peau, possède le pouvoir de réduire les tourments de l'arthrite et les douleurs nerveuses chroniques. Ce prodige semble défier la logique. Comment une substance qui provoque une sensation d'incendie peut-elle apporter le soulagement? Le secret réside dans un phénomène de saturation. En stimulant de manière répétée les nerfs sensitifs, la capsaïcine finit par épuiser leurs réserves de messagers chimiques, les forçant aux satience après une première sensation de chaleur intense. Les nerfs s'apaisent, offrant un repos bienfaisant là où régnait la souffrance. C'est un voyage remarquable pour une molécule que les plantes ont créée pour se défendre. Les piments ont inventé cette arme pour ne pas être dévorés par les mammifères, et l'homme, avec son ingéniosité singulière, a su transformer ce poison défensif en un baume thérapeutique. Ce qui protège le végétal devient ainsi un remède pour l'humain, prouvant que dans le grand livre de la nature, chaque poison recèle sa propre médecine pour qui sait l'écouter. La route de la soie, ce ruban de poussière et de rêve, qui reliait l'Orient à l'Occident, ne transportait pas seulement de fines étoffes de Chine. Les épices y voyageaient avec une valeur au moins égale à celle de la soie circulant dans les deux sens au rythme lent des caravanes. De l'empire du milieu venait le gingembre et la badiane, des terres d'Inde arrivait le poivre et la cardamome. Du Moyen-Orient partaient le safran et le cumin. Ces trésors franchissaient des distances immenses, passant de main en main dans les comptoirs de Samarcande, de Boukhara ou de Kashgar. Chaque transaction ajoutait sa part d'opulence au prix final, faisant des épices un luxe inouï lorsqu'elles atteignaient enfin les rivages de la Méditerranée. Mais cet échange n'était pas uniquement marchand. Il était le premier réseau mondial de l'humanité, un pont jeté entre les cultures. Avec les senteurs voyageaient les idées, les religions, les arts et les mathématiques. Le bouddhisme et les concepts numériques ont cheminé aux côtés de la cannelle, prouvant que le désir de saveur a été l'un des plus puissants vecteurs de la civilisation, reliant les esprits autant que les palais à travers les solitudes du désert. Au Moyen-Âge, la cité de Venise bâtit sa gloire et sa fortune sur le contrôle souverain de ce commerce aromatique. La Sérénissime entretenait des liens étroits avec les marchands arabes et byzantins, s'assurant ainsi l'exclusivité des épices venues de l'océan Indien. Ces navires, fendant les eaux de l'Adriatique, apportaient le poivre et la muscade sur les marchés d'Europe avec des profits qui semblaient défier les lois de la raison. Cette manne financière permit l'édification des palais de marbre, le financement des chefs-d'œuvre de la Renaissance et la puissance d'une flotte inégalée. Venise devint le cœur battant du luxe européen, gardant jalousement ses secrets commerciaux par la diplomatie ou par la force. Ce monopole vénitien finit par susciter une convoitise amère chez les autres nations du continent, lassées de payer le prix fort pour ces saveurs venues d'ailleurs. C'est ce ressentiment, né au creux des boîtes à épices, qui poussa les souverains du Portugal et d'Espagne
a financé les grandes explorations maritimes. En cherchant à contourner Venise pour atteindre directement les terres des aromates, les navigateurs allaient, sans le vouloir, redessiner la carte du monde et ouvrir l'ère des grandes découvertes qui changea le destin de la terre entière. Le destin de Venise commença à chanceler en 1498 lorsque le navigateur portugais Vasco de Gama réussit l'impossible, atteindre l'Inde par la mer en contournant le cap de Bonne-Espérance. En ouvrant cette route directe, il brisa les chaînes du monopole vénitien et arabe, permettant au Portugal d'accéder directement aux sources du poivre et de la cardamome. En quelques décennies, les ports de Lisbonne et bientôt d'Anvers devinrent les nouveaux épicentres du goût mondial. Cette rupture ne fut pas seulement commerciale, elle fut un séisme géopolitique qui déplaça le centre du monde de la Méditerranée vers l'Atlantique. L'âge d'or de Venise entama alors son long déclin, prouvant que la puissance des empires est parfois aussi volatile que le parfum des clous de girofle. Le désir de posséder ces graines précieuses, sans intermédiaire, a ainsi propulsé l'humanité vers l'inconnu, lançant des navires sur des mers inexplorées et reliant des continents qui s'ignoraient. Tout ce tumulte, toutes ces épopées héroïques ou tragiques trouvaient leur source dans une simple quête de saveur, dans cette volonté farouche de l'homme d'assaisonner sa vie avec les trésors, nés sous d'autres cieux. En l'an 1602, la création de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, la célèbre Vosée, marqua la naissance du premier véritable géant corporatif de l'histoire. À l'apogée de sa puissance, cette institution possédait une influence qui surpassait celle de nombreuses nations, disposant de ses propres armées, de ses flottes de guerre et du droit de signer des traités souverains. La fondation de cet empire reposait presque entièrement sur le contrôle de la noix de muscade et des clous de girofle d'Indonésie. Les Néerlandais instaurèrent un monopole d'une sévérité implacable, n'hésitant pas à punir de mort toute tentative de culture clandestine. Ils maîtrisaient la rareté pour maintenir les prix à des sommets artificiels, faisant de l'opulence d'Amsterdam le miroir de la domination des îles Moluques. Pendant près de 2 siècles, cette corporation exerça un pouvoir sans partage, accumulant des richesses colossales qui financèrent le siècle d'or des Pays-Bas. C'est une page d'histoire qui nous rappelle que les épices furent les premières richesses mondiales, capables de transformer une petite nation commerçante en une puissance planétaire, bâtissant un empire de pierre et de toile sur le parfum des forêts tropicales. Pendant plus d'1 millénaire, les marchands arabes protégèrent les secrets de l'origine des épices avec une ingéniosité romanesque. Servant d'intermédiaire indispensable, ils s'assuraient que les Européens ne puissent jamais remonter jusqu'à la source. Pour décourager les curieux et justifier leurs tarifs, ils forgeaient des récits fantastiques qui s'inscrivaient dans l'imaginaire médiéval. Ils racontaient que la cannelle était dérobée dans des nids d'oiseaux géants, perchés sur des falaises inaccessibles, ou que la casse poussait dans des lacs gardés par des serpents ailés et venimeux. Ces fables n'étaient pas de simples divertissements. Elles étaient une stratégie commerciale brillante. Si l'accès aux aromates exigeait de braver des monstres et de parcourir des terres maudites, leur prix ne pouvait qu'être astronomique. Ce voile de mystère ne se déchira qu'avec les grandes explorations maritimes, lorsque les navigateurs découvrirent enfin que la cannelle était le fruit du labeur de fermiers paisibles sur l'île de Ceylan. Pas d'oiseaux tonnerres, pas de créatures mythiques, juste des arbres magnifiques et des hommes astucieux qui avaient compris que le plus efficace des monopoles est celui que l'on protège par le pouvoir des histoires. L'expédition de Fernand de Magellan, qui réalisa la première circumnavigation de la Terre, fut avant tout une entreprise financière dédiée aux épices. Pour convaincre le roi d'Espagne de financer son plan audacieux, Magellan utilisa l'argument ultime, atteindre les îles Moluques en naviguant vers l'ouest, offrant ainsi à la couronne une route exclusive vers les clous de girofle. Le voyage fut une épopée tragique, marquée par la faim, les mutineries et la perte de Magellan lui-même aux Philippines. Pourtant, lorsqu'un seul des 5 navires, le Victoria, regagna les côtes espagnoles 3 ans plus tard, avec seulement 18 survivants. Sa cale était emplie de clous de girofle. La valeur de cette unique cargaison fut si immense qu'elle couvrit non seulement tous les frais de l'expédition, mais laissa également un bénéfice substantiel. Ce exploit, qui apporta la preuve définitive de la rondeur de la terre, fut donc payé par le parfum des fleurs séchées. L'une des plus grandes avancées de la connaissance humaine a été rendue possible par l'appât du gain lié à une petite graine aromatique, prouvant que la soif de savoir et le désir de richesse ont souvent cheminé ensemble sur les ponts des navires,
porté par le souffle des vents lointains. Le contrôle du commerce du poivre et des épices a été le déclencheur de conflits d'une violence inouïe. Les cités-États italiennes, puis les puissances coloniales, se sont livrées des guerres impitoyables pour la souveraineté des ports et des archipels. Le massacre d'Amboine, en 1623, demeure un souvenir sombre de cette époque, illustrant jusqu'où les hommes pouvaient aller pour éliminer leurs rivaux commerciaux. Plus tard, lors des guerres napoléoniennes, les flottes britanniques s'emparèrent des colonies néerlandaises avec pour objectif principal de sécuriser la production d'aromates. Ces campagnes militaires, engageant des milliers de vies et des trésors colossaux, peuvent sembler absurdes à nos yeux modernes, mais elles reflètent l'importance vitale des épices à une époque où elles assuraient la conservation des aliments et le prestige des tables royales. Le poivre était alors bien plus qu'un condiment. Il était un levier de pouvoir, une ressource stratégique comparable au pétrole de notre temps. On s'affrontait pour quelques grains noirs, car ils représentaient la clé de l'opulence et la stabilité des nations, transformant les océans en champs de bataille pour le simple plaisir d'assaisonner les banquets des puissants. La recherche insatiable du poivre noir a été le moteur principal de la colonisation d'une vaste partie de l'Asie. Dès le XVIe siècle, les Européens établirent des comptoirs qui devinrent bientôt des bastions de domination. Les Portugais s'installèrent à Goa, les Néerlandais régnèrent sur l'Indonésie et la Compagnie britannique des Indes orientales finit par étendre son ombre sur tout le sous-continent indien. Ces établissements, nés du désir de sécuriser l'approvisionnement en épices, se transformèrent progressivement en territoires coloniaux, changeant le cours de l'histoire pour des millions d'êtres humains. La motivation initiale était simple et commerciale, mais ses conséquences furent profondes et durables, redessinant les frontières, les langues et les cultures. L'ère coloniale, avec ses complexités et ses tragédies, trouve ainsi une partie de ses racines dans l'étagère de nos cuisines. Le désir de l'Europe de posséder directement les richesses de l'Orient a engendré un monde interconnecté par la force, prouvant que les plus petites graines peuvent parfois porter les plus grandes révolutions géopolitiques, modifiant à jamais le visage de notre civilisation globale. Il est un aspect sombre de l'histoire des épices que nous ne saurions occulter, celui de l'exploitation humaine. La richesse qui affluait dans les ports européens était trop souvent bâtie sur le labeur forcé et l'asservissement. Dans les plantations coloniales, des populations locales ou des êtres réduits, en esclavage, étaient contraints de cultiver le poivre, la vanille ou la muscade dans des conditions d'une dureté extrême. Ceux qui ne respectaient pas les quotas de récolte s'exposaient à des châtiments terribles. Les îles Banda, autrefois paradis de la noix de muscade, virent leur population presque anéantie pour satisfaire les exigences des monopoles. Cette histoire, marquée par la souffrance et le sang, est le prix caché des arômes qui enchantaient les palais d'autrefois. Elle nous rappelle que derrière chaque grain de poivre ou chaque gousse de vanille se cachent des vies humaines et des destins brisés par la cupidité des empires. Aujourd'hui, lorsque nous utilisons ces épices, nous portons en nous cet héritage complexe, une invitation à la gratitude et au respect pour ceux qui, par leur labeur, ont permis à ces trésors de franchir les siècles pour venir parfumer nos vies contemporaines. Imaginez qu'au sommet de sa gloire, une simple livre de clous de girofle valait son poids en or pur sur les étals européens. Dans les cités du Moyen-Âge, posséder une petite bourse de ces boutons séchés était un signe de fortune aussi éclatant qu'un bijou précieux. Un riche noble pouvait n'en posséder que quelques-uns, les utilisant avec une parcimonie religieuse pour honorer des invités de marque. Cette valeur astronomique s'expliquait par la rareté absolue et les périls immenses du transport. Les clous de girofle ne poussaient alors que sur quelques poussières de terre en Indonésie, et chaque grain devait survivre à des tempêtes, à des attaques de pirates et à des mois de traversée avant d'atteindre sa destination. Au fil des transactions, le prix s'envolait, faisant du clou de girofle un investissement plus sûr que bien des monnaies. Pour un cuisinier d'aujourd'hui, qui saisit un pot de verre au supermarché sans y penser, il est presque impossible de concevoir qu'il tient entre ses mains ce qui fut autrefois la cause de fortune et de faillite colossale. C'est un rappel de la fugacité de la valeur des choses. Ce qui fut un trésor impérial est devenu un objet du quotidien, mais son arôme, lui, est resté inchangé, gardien de sa propre noblesse. L'Inde demeure aujourd'hui le sanctuaire mondial des épices, produisant plus de variétés que n'importe quelle autre nation sur Terre. Du poivre noir du Kerala au piment de l'Andhra Pradesh, en passant par le gingembre des montagnes du Nord, le sous-continent est un jardin d'une générosité infinie. Mais l'Inde est aussi son propre plus grand consommateur, car l'épice est ici le cœur battant de la vie quotidienne.
Dans chaque foyer, on trouve la masala daba, cette boîte circulaire en acier contenant les trésors nécessaires à la cuisine du jour. On y transmet de génération en génération le savoir sacré des mélanges, lesquels doivent être grillés pour libérer leur âme, lesquels doivent être ajoutés dans le secret du ragoût ou à la lueur finale du feu. L'industrie moderne des épices en Inde est un pont entre le passé et le futur, unissant des millions de petits fermiers familiaux à des centres de traitement de haute technologie. C'est une culture où l'arôme est une forme de prière, un lien social et un héritage vivant, prouvant que malgré la mondialisation, certaines terres conservent une vocation spirituelle et charnelle pour les saveurs qui ont façonné leur identité. Tandis que l'Inde est le berceau historique du poivre noir, un nouveau géant a émergé au cours des dernières décennies, le Vietnam. Grâce à des réformes audacieuses et à un climat idéal, ce pays est devenu le plus grand producteur mondial de poivre, fournissant aujourd'hui près d'un tiers de la consommation planétaire. Les collines des provinces méridionales se sont couvertes de vignes grimpantes, offrant un revenu vital à des centaines de milliers de familles. Le poivre vietnamien, reconnu pour son piquant robuste et sa franchise, a conquis les marchés internationaux avec une rapidité déconcertante. Cette montée en puissance nous enseigne que la géographie des saveurs n'est jamais figée. Elle évolue avec la ténacité des hommes et les changements de l'économie. Un relatif nouveau venu peut ainsi prendre la tête d'un commerce millénaire, non par un secret jaloux, mais par une agriculture efficace et une volonté de s'inscrire dans les échanges globaux. Cela nous montre aussi comment la production d'épices est devenue une véritable industrie mondiale, où le sort d'un petit fermier dans un village reculé du Vietnam est désormais lié au palais des gourmets de New York ou de Paris. Malgré le tumulte des siècles, l'Indonésie reste la source privilégiée des trésors originels des îles Moluques. Les archipels de Banda, de Ternate et de Tidore continuent de produire la muscade et les clous de girofle les plus prisés au monde. On dit que la muscade indonésienne possède une complexité et une plénitude de saveurs que nulle part ailleurs on ne saurait égaler. Cette dominance durable n'est pas seulement le fruit du climat, elle est le résultat d'une expertise ancestrale. Les agriculteurs locaux connaissent chaque arbre de leur forêt, lisant les signes subtils de leur santé et sachant précisément quand la terre est prête à offrir ses fruits. Ce savoir intime ne peut être remplacé par aucune machine. Les îles qui ont autrefois attiré les conquérants, avec une convoitise violente, participent aujourd'hui paisiblement au commerce mondial. Mais leurs épices conservent une aura de noblesse originelle. C'est un témoignage de la résilience de la nature. Malgré les guerres et les monopoles brisés, certaines terres conservent une vocation unique, une capacité à produire des merveilles dont l'arôme semble porter en lui le souffle même de l'histoire et de l'océan. Dans les paysages luxuriants du nord-est de Madagascar, la vanille est bien plus qu'une simple culture dorante. Elle est la fondation même de la société. Dans la région de Sava, des centaines de milliers d'êtres humains dépendent de cette orchidée pour leur subsistance. C'est une économie fragile, soumise aux fluctuations brutales des prix mondiaux et aux caprices de l'océan Indien. Lorsque la vanille est chère, la région prospère, les écoles fleurissent et les maisons s'embellissent. Mais lorsque les cours s'effondrent, c'est toute une population qui souffre en silence. Cette dépendance crée une vulnérabilité touchante, car la vanille est une culture exigeante qui ne tolère aucune négligence. L'absence d'infrastructures majeures fait de cette épice le seul lien entre les villages reculés et le reste du monde. Les familles malgaches cultivent donc ce trésor aux côtés de leur riz et de leur café, espérant chaque année que la floraison sera généreuse et que les vents seront cléments. C'est un mode de vie empreint d'une patience infinie, où chaque gousse séchée est un espoir de dignité, une œuvre de labeur et de foi, dans une nature à la fois nourricière et redoutable. Il convient de distinguer avec soin la véritable cannelle de sa cousine, l'acace, car si leurs saveurs se ressemblent, leurs âmes sont différentes. La vraie cannelle, le Cinnamomum verum, trouve son sanctuaire originel au Sri Lanka. Elle offre une écorce fine comme du parchemin, qui s'enroule en quilles délicats et fragiles, libérant un parfum doux, sucré et subtil. L'acace, plus commune sur nos marchés, car plus robuste et moins coûteuse, possède une écorce plus épaisse et un piquant plus agressif. Pour les connaisseurs, la cannelle de Ceylan reste la référence absolue de l'élégance. Sa culture au Sri Lanka remonte à des temps immémoriaux. L'île était déjà célèbre auprès des marchands de l'Antiquité pour cette merveille. Aujourd'hui, les travailleurs continuent de récolter l'écorce avec des gestes traditionnels,
grattant la couche externe pour ne garder que le cœur précieux qui sera séché au soleil. Ce système de gradation, basé sur la finesse et la couleur des rouleaux, est une discipline de précision restée inchangée à travers les siècles. Utiliser la cannelle de Ceylan, c'est choisir la finesse plutôt que la force, c'est s'offrir un fragment de l'histoire d'une île qui a su préserver son trésor contre toutes les imitations du monde. Bien que la cardamome soit originaire de l'Inde, un destin inattendu l'a menée à s'épanouir massivement au Guatemala, au cœur de l'Amérique centrale. Au début du XXe siècle, des planteurs européens importèrent des plantes dans les montagnes guatémaltèques, découvrant que le climat et le sol y étaient d'une perfection rare pour cette épice asiatique. Aujourd'hui, le Guatemala est devenu l'un des plus grands producteurs mondiaux, et la cardamome est une culture vitale pour les communautés indigènes mayas des Hautes-Terres. Les agriculteurs la cultivent à l'ombre des forêts vierges, aux côtés du café, créant un paysage agricole d'une grande beauté. Cependant, ces paysans sont soumis au vent de la spéculation mondiale. Une récolte exceptionnelle en Inde peut faire chuter les prix au Guatemala, plongeant les familles dans l'incertitude. Malgré ces défis, la cardamome guatémaltèque a su se faire une place de choix sur les marchés, notamment au Moyen-Orient, où elle est très prisée. C'est un exemple fascinant de la migration des saveurs. Une plante peut traverser les océans, s'enraciner dans une nouvelle terre et devenir le symbole de l'espoir pour un peuple situé à l'autre bout de son monde d'origine. Cultiver le curcuma est une discipline qui exige une main-d'œuvre intense de l'aurore à la récolte. Tout commence par la sélection rigoureuse des rhizomes de la saison passée qui seront mis en terre un à un, à la main, dans un sol soigneusement préparé. Pendant 9 mois, les agriculteurs veillent sur la croissance de ces racines dorées, luttant contre les herbes indésirables et surveillant le ciel. Lorsque les feuilles jaunissent et sèchent, le moment de la récolte est venu. C'est un travail épuisant qui consiste à déterrer chaque rhizome avec précaution pour ne pas le blesser. Une fois extraites, les racines sont bouillies pour stabiliser leurs arômes, puis séchées longuement sous le soleil ardent. Le processus s'achève par un polissage manuel ou mécanique qui révèle enfin l'éclat orange vif sous la peau rugueuse. À chaque étape, la technologie moderne peine à remplacer la main de l'homme, car la fragilité des racines et l'exigence de qualité demandent une attention constante. Cultiver le curcuma, c'est donc s'engager dans une relation de patience avec la terre, un labeur qui nourrit non seulement les corps, mais aussi les communautés rurales qui en ont fait leur vocation. Le commerce moderne des épices cherche aujourd'hui à soigner les plaies du passé grâce aux initiatives du commerce équitable. Pendant trop longtemps, les petits agriculteurs ont été les oubliés d'un marché dominé par des intermédiaires puissants, recevant une part infime de la valeur finale. Les systèmes de certification équitables visent à garantir aux producteurs un prix minimum protecteur, couvrant leurs frais et assurant une dignité à leur labeur. Ces primes supplémentaires sont souvent réinvesties dans les écoles, les soins médicaux ou les infrastructures des villages. Le commerce équitable encourage également des pratiques agricoles respectueuses de la terre, interdisant les substances toxiques et protégeant l'avenir des sols. Pour le consommateur, choisir une épice certifiée est un geste de conscience, une manière de s'assurer que le plaisir du palais ne se fait pas au détriment de celui qui a cultivé la terre. Bien que ces systèmes soient parfois complexes, ils offrent une voie vers une mondialisation plus humaine, où la saveur d'un poivre ou d'une cannelle n'est plus ternie par l'injustice, mais portée par le respect mutuel entre celui qui sème et celui qui déguste. Le changement climatique représente aujourd'hui une menace silencieuse mais redoutable pour les jardins d'épices du monde entier. De nombreuses plantes aromatiques sont d'une sensibilité extrême. Elles ont besoin de microclimats précis pour développer leur plein potentiel. Des pluies trop rares, des chaleurs excessives ou des tempêtes imprévisibles perturbent les cycles de floraison de la cardamome et de la vanille. En Inde, les agriculteurs observent avec inquiétude le dérèglement des moussons qui conditionnent la survie du poivre. À Madagascar, l'intensité croissante des cyclones menace d'effacer des années de travail acharné. Les petits producteurs sont en première ligne de ce bouleversement, manquant souvent de ressources pour s'adapter à une nature devenue capricieuse. Si certaines régions pourraient devenir inhospitalières, d'autres pourraient voir émerger de nouvelles cultures, modifiant la géographie millénaire des saveurs. C'est un défi immense qui nous oblige à repenser notre lien avec la terre,
nous rappelons que la pérennité de nos plaisirs culinaires dépend de notre capacité à protéger l'équilibre fragile du climat qui a permis à ces merveilles de s'épanouir depuis l'aube des temps. La quête d'une harmonie retrouvée avec la terre pousse aujourd'hui de nombreux producteurs vers l'agriculture biologique. Ce retour aux sources n'est pas une simple mode, mais une philosophie de respect envers le vivant. En renonçant aux substances de synthèse, les cultivateurs d'épices redécouvrent les vertus du compostage, de la rotation des cultures et de la lutte naturelle contre les parasites. Cette approche, bien qu'exigeante, permet de préserver la pureté originelle des arômes. Pourtant, le chemin est semé d'embûches pour les petits exploitants. La transition vers le biologique demande du temps, de la patience et une acceptation des rendements parfois moindres. C'est un acte de foi envers la qualité, une volonté de n'offrir au monde que la quintessence d'une plante qui n'a connu que le soleil et l'eau pure. Pour le consommateur, c'est l'assurance d'une saveur intacte. Exemple de tout artifice, nous rappelons que la nature, lorsqu'elle est traitée avec égard, nous restitue toujours le meilleur d'elle-même. La durabilité des épices dépasse la simple absence de produits chimiques. Elle englobe la protection de la biodiversité et le bien-être des communautés. Certains domaines d'exception ont fait le choix de devenir des sanctuaires pour la faune et la flore, gérant l'eau avec une parcimonie de joaillier et veillant à ce que chaque travailleur soit respecté dans sa dignité. Ces pratiques vertueuses ont un coût, celui de la justesse, et elles exigent que nous, consommateurs, acceptions de payer le prix réel de la beauté et de l'éthique. Différencier un produit issu d'une agriculture responsable, c'est reconnaître que l'arôme d'un poivre ou d'une cardamome est indissociable du sol qui la nourrit et de la main qui l'accueillit. C'est un engagement vers une consommation plus consciente, où chaque achat devient un vote pour un monde, où la saveur et la justice cheminent de concert, assurant la pérennité de ces trésors pour les générations futures. Hélas, la valeur inestimable de certaines épices a toujours attiré les convoitises de l'ombre. L'adultération, ce fléau qui consiste à frelater les poudres précieuses avec des substances sans valeur, est un problème aussi vieux que le commerce lui-même. Déjà dans l'Antiquité, des marchands peu scrupuleux mélangeaient le poivre à des poussières de terre ou le safran à de simples fibres végétales teintes. De nos jours, cette fraude persiste sous des formes plus sophistiquées. On a parfois décelé de la paille ou des fragments de plastique finement ciselés au sein de flacons de safran ou des poudres de briques venant rehausser la couleur du paprika. Ces tromperies ne sont pas seulement un outrage au goût, elles peuvent parfois menacer la santé lorsque des pigments industriels, comme le chromate de plomb, sont utilisés pour donner au curcuma son éclat solaire. Cette réalité nous impose une vigilance constante et nous invite à privilégier les épices entières. Car le grain, la racine ou l'écorce sont les seuls témoins incorruptibles de leur propre authenticité. Heureusement, la science moderne se fait aujourd'hui la gardienne de la pureté. Des technologies de pointe, telles que l'analyse de l'empreinte génétique et la spectrométrie de masse, permettent désormais de démasquer les fraudeurs avec une précision infaillible. Ces outils peuvent confirmer l'origine géographique exacte d'une épice et détecter la moindre présence de corps étrangers. Cependant, l'application de ces contrôles reste inégale à travers le globe, particulièrement dans les régions où les ressources manquent. Le consommateur averti apprend donc à faire confiance à ses sens, à observer la texture d'une écorce, à respirer la profondeur d'un parfum et à se méfier des tarifs trop bas qui cachent souvent une amertume suspecte. Apprendre à connaître ses épices, c'est se protéger des illusions du marché et rendre hommage au travail des producteurs honnêtes qui, eux, ne trichent jamais avec la générosité de la terre. Tournons maintenant notre regard vers l'horizon, là où la technologie tente de réinventer notre lien aux saveurs. Les fermes verticales, ces cathédrales de verdure urbaine, pourraient bientôt nous offrir des herbes fraîches, au cœur même de nos cités, indépendamment des saisons. Dans ces environnements contrôlés, des diodes électroluminescentes aux fréquences soigneusement ajustées remplacent le soleil, tandis que des systèmes hydroponiques nourrissent les racines avec une précision millimétrique. On y cultive déjà le basilic, la menthe ou la coriandre avec une fraîcheur maximale, réduisant les transports et les pesticides. Si ces structures de haute technologie ne peuvent pas encore remplacer les forêts de poivriers ou les vergers de muscadier, elles ouvrent la voie à une agriculture citadine d'une efficacité remarquable. Elles nous reconnectent, au moins visuellement, à la pousse du végétal, offrant un sillage de verdure au milieu du béton et nous rappelant que le besoin de fraîcheur reste une constante de l'âme humaine.
Même dans l'ère numérique, une autre frontière technologique se dessine avec la biologie synthétique. Des chercheurs explorent aujourd'hui la possibilité de produire de la vanilline, la molécule reine de la vanille, sans passer par l'orchidée. En modifiant délicatement le génie de certaines levures ou bactéries, on peut les amener à sécréter cet arôme dans des cuves de fermentation. Si ce procédé offre une régularité et un coût moindre, il soulève des questions éthiques et gastronomiques fondamentales. L'arôme né d'un bioréacteur peut-il rivaliser avec la complexité d'une gousse qui a transpiré sous le soleil de Madagascar pendant des mois? Qu'adviendra-t-il des communautés de cultivateurs dont la survie dépend de ce labeur millénaire? Ces innovations nous obligent à définir ce que nous considérons comme naturel et à choisir entre l'efficacité de la science et la poésie de l'agriculture traditionnelle. L'avenir des épices sera sans doute un équilibre fragile entre ces deux mondes, une négociation permanente entre le goût du futur et le respect du passé. L'agriculture de précision s'invite elle aussi dans les plantations les plus reculées. Aujourd'hui, un petit fermier du Vietnam ou du Guatemala peut utiliser son terminal numérique pour recevoir des prévisions météorologiques précises ou identifier une maladie affectant ses plants grâce à l'intelligence artificielle. Des satellites surveillent la vigueur des cultures depuis l'espace, tandis que des drones survolent les parcelles pour détecter le besoin d'eau. Cette démocratisation de la technologie permet aux petits producteurs de lutter à armes égales avec les grandes exploitations, optimisant les rendements sans épuiser les sols. C'est une révolution silencieuse qui redonne du pouvoir à celui qui travaille la terre, lui offrant les outils pour s'adapter aux caprices du climat. Cette union de la puce électronique et de la racine est un espoir pour la pérennité des saveurs, prouvant que le progrès, lorsqu'il est bien orienté, peut servir de bouclier à la tradition plutôt que de chercher à l'effacer. Le consommateur contemporain ne se contente plus d'acheter une saveur. Il réclame une histoire. Cette soif de transparence transforme l'industrie des épices en profondeur. Sur les emballages, des codes numériques nous permettent désormais de remonter le fil de la production jusqu'à la parcelle d'origine. On peut y découvrir le visage du fermier, comprendre ses méthodes et s'assurer de sa juste rémunération. Cette traçabilité redonne une âme aux produits anonymes du commerce global. Les épices d'origine unique, issues d'un seul domaine ou d'une coopérative spécifique, deviennent des crus recherchés à l'image des grands vins ou des cafés de spécialité. Un poivre de Talichéry ou une cardamome des montagnes de Koban ne sont plus de simples condiments, mais les ambassadeurs d'un terroir, d'un climat et d'une main. Ce mouvement vers la provenance valorise l'artisanat et encourage l'excellence, nous invitant à déguster chaque pincée avec le respect dû à une œuvre d'art patiemment élaborée. Le tourisme des épices ou agrotourisme aromatique invite aujourd'hui les voyageurs à une immersion sensorielle au cœur des plantations. À Zanzibar, au Kerala ou à la Grenade, des guides passionnés font découvrir aux visiteurs les secrets de la pousse des girofliers, l'écorçage de la cannelle ou la pollinisation de la vanille. Pour le citadin moderne, voir pour la première fois un fruit de muscade se fendre sur l'arbre est une expérience qui confine au merveilleux. Ces voyages éducatifs permettent de comprendre l'immense labeur caché derrière chaque flacon de nos étagères. Ils soutiennent l'économie locale et incitent à la préservation des jardins traditionnels. En transformant le consommateur en témoin, le tourisme des épices crée un lien indéfectible entre notre confort quotidien et la réalité physique de la terre. C'est une invitation à la gratitude, une manière de se rappeler que chaque saveur qui enchante nos repas est le fruit d'un cycle vivant, d'un climat généreux et d'une patience humaine que l'on ne saurait mécaniser. Parallèlement à la standardisation industrielle, un mouvement de sauvegarde des variétés anciennes et rares prend de l'ampleur. On redécouvre des piments oubliés, des curcumas sauvages ou des variétés de poivriers qui avaient été délaissées pour leur moindre rendement. Ces variétés, héritage, possèdent souvent des profils aromatiques d'une richesse inouïe, offrant des nuances que les cultures modernes ont parfois lissées. Des banques de semences s'efforcent de préserver ce patrimoine génétique précieux, conscients que la diversité est notre meilleure assurance contre les maladies futures et le changement climatique. En soutenant ces cultures de niche, nous protégeons une partie de la mémoire du monde. Chaque variété ancienne est un poème végétal différent, une réponse unique apportée par la nature à son environnement. Les cultiver, c'est refuser l'uniformisation du goût
et s'assurer que le futur de notre gastronomie restera aussi coloré et diversifié que l'a été son passé millénaire. L'émergence de la viande de culture, élaborée dans le silence des laboratoires, à partir de cellules vivantes, pourrait bouleverser notre usage des épices au XXIe siècle. Ces nouvelles protéines, n'ayant pas connu la vie au grand air, posséderont sans doute des profils de saveurs différents de ceux auxquels nos ancêtres étaient habitués. Les cuisiniers de demain devront donc inventer de nouvelles alliances, redécouvrant peut-être d'anciens mélanges pour apporter du caractère et de l'âme à ces textures futuristes. L'épice redeviendra alors ce qu'elle était à l'origine, un agent de transformation magique capable de donner une identité gustative à ce qui n'en a pas. Ce dialogue entre la technologie alimentaire la plus avancée et la botanique la plus ancienne promet des découvertes fascinantes. Il montre que, quelle que soit la forme que prendra notre nourriture, le besoin de l'assaisonner, de la magnifier par le parfum des plantes, restera un impératif de notre humanité, un pont indéfectible entre notre futur technologique et nos racines biologiques. Les plateformes numériques transforment aujourd'hui le commerce des épices, en supprimant les intermédiaires qui en ont pacifié le cours. Grâce à la toile mondiale, un consommateur peut désormais commander son poivre ou son safran directement auprès d'une coopérative de fermiers, s'assurant que la majeure partie du prix payé revient à celui qui a cultivé la terre. La technologie de la chaîne de blocs permet une transparence absolue, garantissant que chaque étape du voyage, du champ jusqu'au port d'arrivée, soit enregistrée de manière immuable. Cette connexion directe crée une relation humaine par-delà les océans. Elle permet aux petits producteurs d'accéder à des marchés qu'ils n'auraient jamais pu atteindre seuls, et aux consommateurs de découvrir des produits d'une fraîcheur et d'une qualité inégalée. C'est une version moderne et équitable des anciennes routes de la soie, où le signal numérique remplace les caravanes, mais où le but reste le même, partager les trésors du monde dans un esprit de respect et de découverte mutuelle. Chaque bocal qui repose dans le silence de votre cuisine est un livre d'histoire condensée, une archive vivante de l'ingéniosité humaine. En ouvrant un simple flacon de cannelle, vous réactivez une connexion invisible avec les pharaons d'Égypte qui l'utilisaient pour défier l'éternité, avec les marchands vénitiens qui en firent leur fortune, et avec les planteurs du Sri Lanka qui continuent de la récolter selon des gestes immémoriaux. Le poivre noir que vous moulez négligemment est le même que celui qui servit de rançon pour sauver Rome et qui poussa les navigateurs vers l'inconnu des mers sombres. Les épices ne sont pas de simples ingrédients. Elles sont les témoins de nos ambitions, de nos guerres, de nos alliances et de notre quête perpétuelle de beauté. Elles nous rappellent que nous sommes tous les héritiers d'un vaste mouvement d'échange qui a commencé bien avant nous et qui se poursuivra bien après. Elles sont le lien tangible entre notre confort domestique et la vaste épopée du monde, une invitation quotidienne à nous souvenir de la richesse de notre passé commun. Il y a une humilité profonde à réaliser que ces substances qui ont lancé des flottes et renversé des empires ne sont, à l'origine, que de simples mécanismes de défense végétale. Les plantes n'ont pas créé la pipérine ou la capsaïcine pour nous plaire, mais pour survivre. Elles ont élaboré ces molécules pour se protéger des insectes, des champignons et des prédateurs. C'est l'homme, avec sa curiosité insatiable et son palais aventureux, qui a su détourner ses armes chimiques pour en faire des délices. Un grain de poivre ignore tout de sa valeur passée, au poids de l'argent. Un cannelier ne se soucie guère des royaumes qui se sont déchirés pour son écorce. Ces végétaux suivent simplement leur programme génétique, puisant dans le sol l'énergie pour se reproduire. Cette perspective nous ramène à notre juste place. Nous sommes les interprètes d'une nature qui ne nous attendait pas, mais qui nous offre, par sa simple volonté de vivre, les moyens de magnifier notre propre existence. Les épices sont ainsi le fruit d'une rencontre miraculeuse entre la stratégie de survie du végétal et le génie sensoriel de l'humain. Les arômes que nous chérissons possèdent le pouvoir magique de nous transporter à travers le temps et l'espace. L'odeur de la cannelle peut faire ressurgir en un instant les souvenirs d'une cuisine d'enfance, la chaleur d'un foyer ou le réconfort d'une grand-mère. Le goût du cumin peut nous ramener sur un marché poussiéreux de Marrakech, tandis que le piquant d'un piment peut évoquer l'agitation d'une rue de Bangkok. Ces connexions sensorielles sont les fils de soie qui tissent notre mémoire personnelle et collective. Pour les communautés exilées, les épices sont les ambassadeurs de la patrie perdue, le lien charnel qui permet de maintenir vivante une identité par-delà les frontières.
Elles sont un langage qui se passe de mots, une manière de dire d'où l'on vient et qui l'on est, simplement par le parfum d'un plat partagé, en dégustant des saveurs venues d'ailleurs. Nous pratiquons une forme de diplomatie silencieuse, ouvrant notre esprit à la sagesse culinaire d'autres peuples et reconnaissant que, malgré nos différences, nous partageons tous la même quête de réconfort et de plaisir. Notre monde moderne nous offre le luxe d'une accessibilité sans précédent aux saveurs de la terre. Une petite épicerie de quartier peut aujourd'hui stocker des produits venus de 12 nations différentes, une opulence qui aurait fait pâlir d'envie les rois d'autrefois. Cette profusion est un cadeau, une opportunité d'élargir nos horizons sans quitter notre demeure. Chaque nouvelle épice que nous découvrons est une petite fenêtre ouverte sur une autre culture, une invitation à la curiosité et au respect. Cependant, cette facilité d'accès ne doit pas nous faire oublier la préciosité de chaque grain. Derrière l'étalage standardisé se cache toujours la mousson de l'Inde, les montagnes du Guatemala et le soleil de Madagascar. Conserver le sens de l'émerveillement face à un simple flacon de curcuma ou de muscade. C'est rester connecté à la réalité du monde physique. C'est refuser de voir les épices comme de simples marchandises anonymes pour les considérer à nouveau comme des dons de la nature, des fragments d'aventure et de labeur qui ont traversé le globe pour venir enchanter notre quotidien. L'humanité n'a pas besoin d'épices pour assurer sa survie biologique. Nous pourrions vivre de pain et d'eau, de nutriments purs et de calories fonctionnelles. Pourtant, nous avons parcouru des distances impossibles, traversé des océans enragés et risqué notre vie pour des graines et des écorces qui ne nourrissent pas le corps au sens strict. Pourquoi cet acharnement millénaire? Parce que l'homme ne veut pas seulement survivre, il veut vivre avec intensité. Il cherche le plaisir, la beauté et la sensation. Les épices représentent cet élan irrépressible vers le superflu nécessaire, vers ce qui rend l'existence digne d'être savourée. Elles sont à la gastronomie ce que la poésie est au langage, ou la musique au silence, une élévation, une manière de transformer la nécessité en art. Le soin que nous mettons à assaisonner notre nourriture est une affirmation de notre dignité. C'est déclarer que chaque repas est une expérience qui mérite d'être célébrée. En choisissant d'ajouter de la cardamome à notre café ou du safran à notre riz, nous affirmons que le plaisir est une composante essentielle de notre condition humaine, un droit inaliénable à l'enchantement des sens. Alors que ce récit touche à sa fin, laissez ces pensées s'infuser doucement dans votre esprit, comme des épices dans une eau frémissante. Vous n'êtes pas seulement un auditeur, vous êtes le dernier maillon d'une chaîne ininterrompue de gourmets, de voyageurs et de rêveurs. Le placard de votre cuisine est un sanctuaire, une bibliothèque de saveurs qui attendent le matin pour raconter de nouvelles histoires. Mais pour l'instant, le temps de l'action s'efface devant celui du repos. Ressentez la chaleur imaginaire de la cannelle vous envelopper comme une couverture de laine. Imaginez l'éclat doré du curcuma s'éteindre doucement pour laisser place à la pénombre apaisante. Les caravanes ont regagné leurs tentes, les navires sont à l'ancre dans les ports de l'Orient, et les marchands se sont endormis sous les étoiles du désert. Le tumulte des guerres pour le poivre s'est tu depuis longtemps, ne laissant derrière lui que le silence bienveillant de la nuit. Tout est calme, tout est en ordre. Votre respiration est devenue un souffle régulier, une mousson paisible qui berce votre corps et votre âme, vous préparant à franchir le seuil du pays des songes. Laissez-vous maintenant glisser dans l'obscurité douce, là où les saveurs deviennent des couleurs et les arômes des paysages oniriques. Visualisez les champs de safran sous le clair de lune, les lianes de vanille frémissant sous la brise nocturne et les forêts de muscadier dont le parfum s'élève vers le ciel. Vous faites partie de cette grande harmonie, une cellule vivante au sein d'un univers qui n'en finit pas de nous émerveiller. Abandonnez toute tension, relâchez chaque muscle, laissez votre esprit flotter comme une graine de cardamome portée par un courant d'eau tranquille. Il n'y a plus rien à chercher, plus rien à comprendre. Seul compte la sensation d'être ici, protégé et serein, au cœur d'un monde qui a pris soin de préparer chaque détail pour votre confort. Le voyage s'achève ici, au bord de votre lit, dans ce sanctuaire de douceur où le temps n'a plus de prise. Demain, les épices retrouveront leur éclat et leur voix, mais cette nuit, elles ne sont que des ombres bienveillantes qui veillent sur votre sommeil. Fermez les yeux pour la dernière fois, respirez une ultime fragrance de paix et laissez-vous emporter vers l'oubli réparateur. Au nom de toute l'équipe de Fréquence Science, je vous remercie d'avoir partagé ce voyage éthéré à travers le royaume des épices. Puisse
serait-ce avoir apporté à votre esprit la clarté et à votre corps le repos qu'il mérite. Si ces explorations tranquilles vous sont chères, n'oubliez pas que votre présence et votre gentillesse sont les épices qui font vivre notre communauté. Mais pour l'instant, ne pensez plus à rien. Le silence est complet. La nuit est totale. Les rêves qui vous attendent sont tissés d'ambre, de soie et de senteurs divines. Dormez maintenant, enveloppé dans la noblesse de cette histoire millénaire. Que votre sommeil soit aussi profond que les racines de la terre et aussi léger que le parfum d'une fleur de vanille. Nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles découvertes, mais d'ici là, laissez la paix vous envahir totalement. Le monde peut attendre. Votre repos est sacré. Bonne nuit à vous, âme voyageuse, et que vos songes soient peuplés de merveilles. Bonne nuit.